Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
d'esprit que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé. Bonjour à tous, messieurs, dames, on y est, 16h43, avec même un tout petit peu d'avance, c'est toujours plus de plaisir. J'espère que vous êtes à fond pour cette nouvelle semaine qui va commencer sur les chapeaux de roue. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, vous allez voir, pour le Juste Bistrot jusqu'à 18h30, qui sait, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas parce qu'on a beaucoup de choses et une émission placée sous le signe de notre Dieu à tous, quand même grand possesseur de la vérité, haut dignitaire, au checking d'informations. J'ai nommé Julien Pain, voilà, émission spéciale, vous le savez, sur son documentaire, son chef-d'œuvre. On peut le dire, son chef-d'œuvre au sujet de la désinformation. Lui qui, en plus, enfin, certains de ses copains qui sont dans la sauce avec cette histoire de Fond Marianne, on va revenir sur ça aujourd'hui. En attendant, l'allocution présidentielle, encore plus haut, en fait. Celui, il est Dieu, mais là tu as Jupiter, Vulcain, option Sangoku. Donc là, Emmanuel Macron à 20h qui va parler, assurément pour ne pas dire grand-chose, mais on a appris quand même une belle chose du côté de Marseille par rapport à ce discours. Vous allez voir, ça va arriver dans quelques minutes, on va en parler. Donc, on commence à fond la forme. Bonjour déjà à tous et merci à Mange ta glace 2180 qui vient de sub. C'est le 9e mois. Merci également à Alexandre DB 1 qui vient de subprime. C'est le 3e mois. On a des petits nouveaux. Merci à Bobby'sback le retour qui vient de subprime. 10e mois. Salut à Vince 5446, un petit nouveau. Ça c'est sympa. Et merci à Mr. Deans. 11e mois de sub. Ça c'est la fidélité. Voilà. Salut également Ulysse 75010. Le petit nouveau, ça c'est du Ulysse, c'est du Zidane. C'est ce qu'on aime. Donc voilà un petit peu les amis. On démarre bien. On démarre bien pour une nouvelle semaine voilà, qui va nous réserver bien des surprises. Je préfère vous le dire tout de suite. On a encore un programme de vidéo tout à fait sympatoche. Vous avez peut-être vu hier. C'était le Ça discute avec Florian Philippot. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On est revenu sur les déclarations de François Asselineau pour avoir l'avis de Florian Philippot. Donc c'était sur Juste Milieu. Voilà. Ça va à toute vitesse. Ça va à toute vitesse. Et il y a une surprise ce soir. Enfin, cette semaine, il y aura une autre surprise. Je peux pas. Il y a une histoire de mousquetaire, il y a une histoire de d'Inde, de président d'Inde, enfin, de putsch. Enfin, j'ai rien compris ce qui va se passer, mais il y a une surprise cette semaine. Ouais, vous verrez, je peux pas en dire plus parce que après, voilà. Mais on est encore sur une très belle semaine, les amis, et on va commencer avec beaucoup d'actualités aujourd'hui parce que après, voilà, le documentaire qu'on va se farcir, il fait 30 minutes. Donc là, prévoyez un slip de rechange, une paire de tongs et un sandwich brie noix. Ça, c'est bon, ça. Ouais, là, ça y est, je vais parler nourriture parce que là, faut que je m'allège, là. Là, je vais plus manger beaucoup pendant... Bah, au moins pendant 11 jours, parce qu'après, c'est mon anniversaire. Et là, t'imagines bien que je vais manger tout ce qui passe sous les chicots. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on disait? On va attaquer tout de suite sur les actualités du moment, les amis, parce que beaucoup de choses aujourd'hui. Et... Marseille, la manifestation prévue ce soir à 20h interdite par la préfecture de police. Ouais. Tu peux pas manifester quand le roi parle. Voilà. Ils ont pris un arrêté d'interdiction en raison des risques avérés de troubles à l'ordre public. Voilà. Tu regardes. Voilà. C'est 135 € si tu manifestes à 20h. Voilà. T'as pas le droit. Devant la mairie. Est-ce que si tu manifestes devant un Auchan dans le secteur, est-ce que c'est grave aussi? Ça, je sais pas. Mais la préfecture a dit non, on manifeste pas pendant que le président parle. Ça, c'est pas possible. Ça, tu fais pas ça. On est quand même en France, donc
il y a des choses qui ne se font pas, hein. Et donc, c'est vrai que bon, bah, j'ignorais, hein. J'ignorais. Première information pour vous dire. Alors, cette allocution, on en reparlera demain, hein, bien sûr, dans le Juste Bistrot, tous ensemble, à 16h45. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espoir, hein. Non, franchement, ouais, tu sais, c'est organiser un match de foot au Vatican, quoi. Ce sera pas Barça-Real. Tu sens que ça va pas briller par le dynamisme des jeux de jambes. Là, c'est un petit peu pareil, quoi. Alors, après, il y a un côté bingo. Tu sais, quelle case il va cocher, tu vois. Est-ce qu'il va nous dire en européen, celles et ceux, j'ai entendu, l'engagement, au contact des Français. Je sais pas. Moi, j'aimerais une version plus honnête, plus franche du collier, tu vois. Il arrive, il s'installe, il dit bon, allez tous vous faire cuire le cul pour ce qui arrive, parce qu'en fait, on a vu que ça pouvait marcher tranquille, cette histoire de réforme. Donc finalement, on va en faire une nouvelle, et là, ce sera à 150 ans, la retraite. Parce que de toute façon, l'opposition n'existe pas, les médias sont des soumis, et puis vous, Français, ah, on a vu qu'on pouvait vous titiller encore un petit peu. Donc bon, à l'occasion, moi je trouve qu'il devrait y aller plein gaz, tu vois. Sur les prochaines réformes, tu fais n'importe quoi. C'est peut-être d'ailleurs la grande leçon de la fenêtre parlementaire qu'on vient de vivre. Bon, on a un ramassis de parvenus, de lâches, quel que soit de la France insoumise au RN, en passant par la droite, alors on n'en parle même pas. Le PS, pareil, les syndicats, c'est pareil. C'est-à-dire, les syndicats, on y a cru, hein. Ah non, on y a cru. À un moment donné, ils ont fait et tout, on y a cru. Mais en fait, non. Notamment Laurent Berger, tu vois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une des rares menaces qui reste au peuple français, voilà, vu que personne d'autre se sort les doigts pour eux, c'est les JO. Tu te dis, bah tiens, au moins que le monde entier prenne conscience de ce qui se passe en France, tu vois. Donc on va perturber les JO. Et Laurent Berger, hein, donc le patron du syndicat, la CFDT, a dit non, hors de question, il a dit. Hors de question. Parce que tu serves à rien, oui, mais tu touches pas aux JO. Il faut qu'il y ait ping-pong, badminton, tir à la corde, il faut qu'il y ait tout ça. Donc il a dit c'est hors de question. Voilà. Mais bon, il a aussi dit voilà, on ne va pas lâcher le gouvernement. Voilà. Lâcher. Alors moi je pensais qu'il y avait une faute d'orthographe parce que tu mets un E accent aigu, c'est différent. Mais voilà. Et il a déploré un rendez-vous manqué avec le monde du travail. Parce que là, bien sûr, il est dans tous les médias. Bon, si vous voulez, pour venir faire un ultime étalage de leur lâcheté, de leur bassesse. Merci à Magané93 qui vient de sub, 5e mois, merci beaucoup. Donc, euh, franchement, je pensais à ça hier dans ma douche, si tu veux tout savoir. Bon, on s'en fout, mais c'est quand même le grand enseignement. Alors, que cette réforme se soit faite coûte que coûte, bon, je vous avoue. Hein, voilà, ça m'a pas. Voilà, on n'est pas sur un grand étonnement. Ça, c'est clair. Par contre, de voir un tel niveau, en fait, de, euh, de lâcheté politique, où on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, les oppositions ont été d'une inexistence folle. Les syndicats se sont réveillés maintenant en essayant de montrer les muscles pour rattraper ce qu'il fallait rattraper, mais pour moi, leur silence au moment du Covid-19 et l'atteinte grave qui a eu lieu sur les droits des travailleurs, bah, malheureusement, est trop dur à rattraper pour l'instant. On ne pourra pas faire croire maintenant que ils ont une capacité de contrepoids en face. Bon, bah, franchement, tous les partis, on a eu un sketch bidon, enfin, un sketch permanent à l'Assemblée nationale, mais on comprend aujourd'hui que c'est l'esprit buvette, quoi. C'est l'esprit buvette de l'Assemblée nationale, c'est que devant les caméras, on se tire dessus, on s'insulte et on maudit nos grands morts sur 4 générations. Mais par contre, une fois la buvette, ça se tape dans la main parce que aujourd'hui, il est clair. Enfin, il n'y a que ceux qui ne veulent pas le voir pour ne pas réussir à constater que les oppositions ont un poste qui est très confortable, qui assure la survie de leur escroquerie pendant un paquet de temps, et qu'ils n'ont aucun intérêt à faire des motions de censure ou des choses qui risqueraient de refaire une élection législative là où ils pourraient perdre leur poste. Là, maintenant, je veux dire, c'est manifeste. Je vous mets un peu pêle-mêle les déclarations parce que ce week-end, ils se sont tous succédés sur les plateaux. Parce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça chauffe aussi de leur côté. Parce que quand les Français vont comprendre qu'ils ont été dupés par Emmanuel Macron, ça d'accord, mais par les autres partis, hein, à la fois que ce soit du côté de la France insoumise avec la multiplication des amendements, ce qui allait parfaitement dans le sens du gouvernement, donc une stratégie politique était lamentable.
que ce soit le Rassemblement national. Alors, effectivement, la stratégie de la famille Bélier jusqu'au bout, un silence absolu, mais un silence complice, avec Marine Le Pen qui essaie de se débattre tant bien que mal en disant si je suis en 2027, on abrogera la réforme, mais on ne sait même pas ce qu'elle va faire à la place. Donc, je veux dire, et elle non plus, en vérité. Donc, bon, Marine Le Pen continue son rôle c'est pas paillasson, parce que je voudrais pas me mettre le lobby des paillassons à dos, mais on est sur un truc comme ça quand même. On est sur un truc où tu sais, tu fais semblant de gratter un petit peu, mais non. En fait, tu as écrit bienvenue sur la gueule et puis tout le monde te marche dessus. Donc là, c'est un petit peu pareil. Euh, on a des choses du genre. François Bayrou et compagnie, bon, allez, voilà. Bon, c'est la République en marche. Et puis, les Républicains. Voilà. Les Républicains, il y a eu un mec qui a eu le malheur de ne pas être d'accord avec le ramassis d'idiots utiles qu'il y a dans le parti. Il s'est fait dégager. C'était Aurélien Pradier, vous aviez suivi ça. Le seul qui a dit, bon, quand même, qu'on suce des bites, d'accord, mais à un moment donné, préservons notre gorge, parce que c'est l'ORL qui va pas être content, tu vois. Et ils ont dit, non, on va continuer tous ensemble pour euh, se dégager le conduit. Donc, voilà, c'est tristouné, et ils sont en train de voilà, ils sont en train de comprendre, hein, merci à Alex Kidjus qui vient de sub, deuxième mois, merci. Ils sont en train de comprendre que il faut qu'ils continuent la mascarade encore un petit peu, parce que sinon, les Français vont comprendre qu'ils ont voté pour des gens, quels que soient les partis, qui ont la même lâcheté. Après, c'est une question de dosage, tu vois. C'est une question de dosage, comment ils arrivent à le cacher, mais voilà, ça, et puis d'autres affaires plus internes, c'est la réintégration d'Adrien Quatennens. Là encore, les voir se débattre à ce sujet-là, Clémentine Autain qui l'a évoqué, hein, c'était c'est lunaire, quoi. C'est lunaire. Les mecs font leur beurre sur la défense, enfin, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça, t'as vu? Lapsus révélateur. Ils font leur beurre là-dessus. Et, euh, et bon, quand ça touche le collègue, en fait, le problème, c'est que là, il faudrait pas trop que ça se voit, hein. C'était chez Apolline de Malherbe il y a quelques jours, par exemple, pour vous donner une idée. Merci. Ascordied, qui vient de sub, 10e mois. C'est que la légalité pourrait être la démocratie. C'est-à-dire que de penser... La légalité, vous dites cette phrase, hein, la légalité, c'est pas la Mais démocratie. évidemment. Bien sûr que la légalité, ce n'est pas la démocratie. Mais est-ce que l'illégalité, c'est la démocratie? Prenez l'exemple. Alors, là, typiquement, c'est ce qu'on appelle une fève. Parce que c'est pas du tout la séquence que je voulais vous montrer. Mais en professionnel, en européen, je vais rebondir et vous montrer la séquence que je voulais vous voir, vous montrer. C'était notre vote. Maintenant, j'ai donné ma position. Vous la connaissez. Je peux la redire. Je me suis exprimée dessus. Je pense qu'en effet, 4 mois, c'est très court pour passer de la condamnation à des faits de violence. Vous auriez préféré qu'il ne réintègre pas le groupe. Et à l'interprétation qu'il en a fait dans la foulée, au fait de réintégrer un groupe qui porte des valeurs féministes et le combat contre la lutte, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Tu vois, et sans le savoir, on a fait le même lapsus avec Clémentine Autain. Alors, je suis pas psychanalyste, hein, parce que j'ai un vrai métier, mais écoutez, ce lapsus, il est quand même beau. On a fait dans la foulée, au fait de réintégrer un groupe qui porte des valeurs féministes et le combat contre la lutte, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le combat contre la lutte. Et effectivement, en réintégrant un Adrien Quatennens, on est un petit peu là-dessus. Alors, pour distribuer les coups de poing, parce qu'après on va me dire, Rémi, tu tapes toujours la gauche, toujours la France insoumise. Je dis, oui, c'est le genre de la maison aussi. On a Marine Le Pen. Alors là, c'est le daron Jean-Marie Le Pen qui a été hospitalisé, effectivement. Il aurait fait un malaise peut-être de nature cardiaque, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Bon, c'est sûr qu'il est quand même plus près du générique de fin, hein. C'est pas lui qui représentera le parti en 2027, à mon avis. Ça, je suis sûr du pronostic, voilà. Mais elle a eu quoi comme séquence? Voilà, ça c'est Marine Le Pen sur la réforme des retraites. Alors, tu vois, a joué un petit peu la dureté politique pour que les gens ne voient pas trop vite qu'en fait, elle était complètement inutile, quoi. Entre Emmanuel Macron et le peuple français, elle perdure, elle s'est même considérablement aggravée à l'occasion de cette réforme des retraites. Alors moi, évidemment, j'ai des inquiétudes pour l'avenir. J'ai des inquiétudes parce qu'il a créé le désordre, parce qu'il a créé le chaos, et qu'il va demander en quelque sorte à la police de régler les conséquences du chaos qu'il a engendré. Mais ça ne peut pas tenir. Ça n'est pas viable dans une démocratie, ce type de voix, de choses. Enfin, elle me fait de la peine. Franchement, Marine Le Pen, elle fait de la peine. C'est vraiment le chaton qui naît avec une anomalie. Tu sais, il a qu'une patte. Toi, au départ, tu voulais en faire une bête de concours. Finalement, le truc, laisse tomber, quoi. Et Marine Le Pen, c'est ça.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais Mélenchon aussi, un petit peu d'une certaine manière. Même les figures qui incarnent l'opposition, je trouve, ont perdu, de manière presque symbolique, hein, je trouve qu'ils ont perdu enfin, la moindre épaisseur déjà qu'ils pouvaient avoir avant. C'est-à-dire que Marine Le Pen aujourd'hui, elle est tellement larguée, et ils arrivent tellement plus à cacher qu'ils sont complices de tout ce qui se passe, qu'ils n'utilisent pas des arguments qui feraient mouche. Je veux dire, Marine Le Pen, depuis le début de sa carrière politique, elle et même le Rassemblement national, ils prennent dans la gueule cet argument de ouais, en fait, il faut voter pour Macron, Sarkozy, Hollande, je sais pas quoi, ou sinon c'est le fascisme, tu vois. Et là, Marine Le Pen, elle a même pas le QI politique nécessaire pour débarquer à la télé en parlant de la question de la répression et tout ça dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites, et de dire, mais attendez, en fait, on fait un chantage depuis 30 ans aux Français en disant c'est nous ou le fascisme Le Pen, et regardez, en fait, Emmanuel Macron est en train de faire exactement ce qu'on redoutait que le RN puisse faire à un moment donné. Mais cet argument-là, il fait mouche. Tout le monde peut l'entendre, sauf à être de très mauvaise foi. Et même pas. Même ça, elle le rate, quoi. C'est comme au débat de l'entre-deux tours 2022. Il y avait un boulevard pour lui en mettre plein la gueule. Et non, ouais, mais voyez-vous, en fait, Emmanuel Macron, le problème, c'est que il fait du 42 en godasse. Enfin, elle est complètement à côté de la plaque. À l'entre-deux tours 2022, elle n'a pas évoqué McKinsey, ou très brièvement. Ils ont évoqué le Covid seulement sous l'angle budgétaire. Et elle continue à subir, à subir, à subir. On la transforme en fasciste, et elle subit, elle ferme sa gueule, et elle joue à l'opposition de manière assez lamentable. Et ça m'énerve. Non, mais je le dis, parce qu'au bout d'un moment, hein, ça me rend grognon. Alors, la France insoumise, c'est pareil. En plus, ils sont obligés d'être un peu moins présents sur le terrain parce que les angles d'attaque contre eux sont trop nombreux maintenant. Entre les affaires internes et compagnie, c'est le bordel. Donc, forcément, voilà. Merci à Romain Duris qui vient de donner 100 points de chaîne pour l'instant grognon, je le mets tout de suite. Donc, on a clairement tout ça et ça continue de plus belle. Et puis, on continue une fois de plus euh, à, aller, comment dire, à faire semblant en fait. Et ils maintiennent leur truc, il n'y aura jamais de motion de censure. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, pour conclure là-dessus, parce que c'est pas le grand sujet, de toute façon, on en parlera dans les jours à venir, mais ce qui m'inquiète le plus dans cette situation, c'est que, et c'est ce que je vous disais en fait, un très long laïus pour pas grand-chose finalement. Ce qui m'embête, c'est euh, qu'on a une preuve aujourd'hui que le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Mais effectivement, on dirait que j'ai découvert la roue. Mais de manière factuelle, aujourd'hui, je me pose la question si, admettons même, demain, Emmanuel Macron reconnaît devant les médias, même ce soir, imaginons, tiens, soyons fous. Ce soir, Emmanuel Macron arrive devant la caméra et dit oui, à partir de maintenant, la France est une dictature. Ou alors il annonce des projets complètement fous. À partir de maintenant, on va confiner les gens face à un virus. Non, je déconne. On a dit qu'on inventait. On invente, je sais pas, à partir de maintenant, c'est 1 litre d'eau par personne et par jour, maximum au robinet, tu vois. Alors, on a dit qu'on inventait. Non, pour l'instant, on invente encore un peu. Mais, bon, bref, on va pas faire de blagues 8 heures. S'il fait des dingueries du genre, qui va lui dire quoi aujourd'hui? C'est Glogen the Fish, 9e mois. C'est ça qui me fait peur, c'est on l'a vu véritablement, ça y est, on y est, que Emmanuel Macron peut faire n'importe quoi, il n'y a aucune opposition politique parce qu'ils continuent leur petit jeu bidon de nous on vote pas avec eux, nous on vote pas avec eux, mais en attendant tout le monde se fait emmancher, dans l'égalité certes, mais ça fait mal, et, on va dire les piliers démocratiques n'existent plus. Conseil constitutionnel. De toute façon, effectivement, c'est un élément qui revenait pas beaucoup dans les débats, mais soyons clairs. Le Conseil constitutionnel, il y a 9 membres. On va regarder très exactement. 9 ou 11, j'ai toujours un 12. Je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Il y en a, ils sont là. Regarde les Avengers. Là. 2, 4, 6, 8, 9, c'est ça. T'en as 5 qui sont nommés par le président de la République. Donc terminé en fait. Enfin, on s'attend à quoi en fait? Sincèrement, est-ce qu'on s'attend à... Enfin, et quand ils sont pas nommés par le président de la République, t'en as d'autres qui sont nommés par le président du Sénat. Gérard Larcher qui a redit, ce sera dans la farce tranquille pour vous dire, je préparais le script,
Gérard Larcher qui a redit cela. Je vais vous le retrouver, c'était la semaine dernière chez Apolline de Malherbe. Ils se bousculent tous hein, pour aller là-bas, je sais pas pourquoi, mais c'est pas pour ce qu'elle est intéressante, mais bon. Attendez, faut que je vous retrouve la séquence, bougez pas. C'est dans le script. Non, c'est du travail tout ça, faut pas croire. Hein, faut pas croire. Voilà, c'était le 13 avril, et voilà ce que l'ami Mammouth nous a dit, comme j'aime à l'appeler, naturellement. Vous entendez ça et est-ce que vous faites partie de ceux qui disent bah oui, le prochain coup, c'est peut-être Marine Le Pen qui gagnera? Moi, je ferai tout pour combattre Marine Le Pen. Donc vous ne voulez même pas imaginer ce scénario en fait? Je ferai tout pour le combattre. Et je pense que nous avons, la famille des Républicains, d'où la nécessité de nous ressaisir, de bâtir un... Il fait rire quand même. Alors, merci à Gossipium01 qui vient de se prime, c'est un petit nouveau, ça fait plaisir. Regardez la fierté du porc noir de Bigorre quand il apprend qu'il va pas à l'abattoir. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent bah oui, le prochain coup, c'est peut-être Marine Le Pen qui gagnera? moi, je ferai tout pour combattre Marine Le Pen. Donc vous ne voulez même pas imaginer ce scénario en fait? Il est tout content. Il est en train d'expliquer que le mec est président du Sénat et il s'oppose à une femme qui a fait deuxième des élections en 2022 et 2017. Donc tu as des millions de Français qui ont voté pour elle et le président du Sénat te dit moi je fais tout contre elle. Mais t'as pas le droit en démocratie. Oh. Allez, c'est parti. Non, parce qu'en fait, si c'est Marine Le Pen, le problème, c'est qu'après, moi, j'ai plus mes Michoko et tout ça, donc c'est la tuile. Et donc, on comprend. Tu vois, tu comprends mieux. Merci à T-Mike22, qui vient de Subprime également. C'est un petit nouveau, ça fait plaisir. C'est le renouvellement démocratique. Mais c'est vrai que l'ami Larcher, il est mignon comme tout. Mais il faut se rendre compte de la gravité, là aussi. Quand je vous dis que Emmanuel Macron peut tout faire, c'est parce que on va dire le ciment éthique que doit avoir une démocratie est dangereusement fissuré. Et le président du Sénat qui déboule et qui vous dit ça, mais si demain ça arrivait en Russie, on aurait mais vraiment une crise d'épilepsie de nos fact-checkers et de toutes nos bonnes âmes. C'est un truc de dingue. Et c'est complètement fou de voir ça. Le mec est président du Sénat. Je veux dire, tu gères pas la médiathèque de Beaucaire, dans le Gard, pour ceux qui connaissent. Tu peux pas dire ça, normalement. Tu dois dire, voilà, je lutte contre le fascisme, tout ça, machin, mais tu restes un peu fin. Ben, Gérard Larcher, il a dit non. Il a dit non. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a. Enfin bref, on va pas faire 3 heures là-dessus, parce que c'est vrai que c'est en fait pas le sujet. On a d'autres pépites, avant d'attaquer l'ami Julien Pain. C'est Jérôme Salomon. Ouais, vous vous rappelez, c'est celui qui faisait le tiercé de la mort au moment du Covid. Tous les soirs, il arrivait, il te disait, bon, alors aujourd'hui, 402, demain, 505. Enfin bon, il te donnait le tiercé sur la base de chiffres farfelus, parce que il a fallu quelques semaines pour que Libération dévoile que les chiffres de personnes décédées dans les EHPAD n'étaient même pas pris en compte. Donc, pour vous dire, déjà, il y avait une odeur d'escroquerie. Tu sais, ça sent l'encre de mauvaise qualité sur les billets de 500 $, et c'est pas des bons. Là, c'est un peu pareil. Mais il rebondit à l'OMS. Qui l'eût cru? Ah ouais. Alors, bon, le problème de Jérôme Salomon, qui était directeur de la santé au moment du Covid, alors, c'est pas ministre de la santé, c'est encore autre chose. Et ben lui, il a dit, à ce moment-là, il y a eu un scandale qui avait éclaté, je sais pas si vous vous en rappelez, sur les masques. Enfin, si, j'imagine que vous vous en rappelez, parce qu'en fait, on avait un masque pour 15 personnes. Et même si tu as des petites têtes, ça rentre pas. Bon, les stocks de masques n'étaient pas bons. Et il y avait eu des révélations qui expliquaient que le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, des appels avaient été faits. Il y avait une étude sur le stock de masques en France qui a alerté que le seuil était bien trop bas et qu'en cas de pandémie, on serait dans la merde. Il n'avait rien fait. Enfin, on lui avait recommandé de commander 1,4 milliard de masques ou quelque chose comme ça. Il en avait commandé même pas 100 millions, même moins d'ailleurs. Donc, on est face à un brigand, hein, une fois de plus. Hein. La période Covid, elle nous a permis quand même d'écrémer un petit peu la troupe. Et il signe à l'OMS. Ouais. Il va superviser un vaste portefeuille de programmes techniques couvrant notamment le VIH pour l'agence de l'ONU. Ouais. Il y avait Agnès Buzyn déjà. Bah, ils vont se retrouver entre eux. Hein. Et c'est vrai que moi, quand tu as une telle concentration d'escrocs, j'appelle plutôt ça une prison. Même la prison de la santé, si tu veux. Mais pas la santé tout court, quoi. Donc, mais là, si. Là, c'est bon. Moi, je savais pas. Alors, breaking news encore, et promis, après, on parle de l'affaire. Julien Pain, de toute façon, on est ensemble jusqu'à... Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à tard. Vous allez voir. C'est Brigitte Macron qui a réagi.
Ah ben il est dans la merde, hein, le petit, donc là faut aller au secours. Elle a dit ça. Ce qui me concerne, que je respecte tous les Français, absolument. Donc c'est la raison pour laquelle je ne dis pas, je ne parle pas et je continuerai de ne pas parler. Et Voilà. Je continuerai de ne pas parler, déclare-t-elle devant la caméra de BFM TV. Ah, elle est belle, tiens. Tiens, Marie, si tu nous écoutes, tu peux la préparer pour Instagram, celle-là. Elle est très très belle. Ah ouais, non. Là, il en faut des couilles pour dire ça. Devant une caméra, de dire je continue de ne pas parler. Ah bon? Bah d'accord alors. je peux aussi vous affirmer de tout le soin, tout le temps qu'il met à leur service. Non, il n'est pas isolé du tout. C'est clair que l'Élysée, c'est un lieu un petit peu à part, mais il y a des manières de vivre à l'Élysée. Et l'un comme l'autre, nous ne vivons pas de manière isolée. De toute manière, vous ne nous croirez pas, mais je vous garantis que c'est une réalité. La période est compliquée pour les Français. C'est clair. Moi, ils me le disent, mais ils me parlent énormément de pouvoir d'achat. Ce qu'ils me disent, moi, c'est leurs difficultés, mois après mois. C'est clair. Et aussi le rapport au travail qui peut être compliqué pour eux. Donc je pense que c'est de tout ça, peut-être. Terrible, hein. Elle est aussi chiante que lui, je ne sais pas alors qui a pris le pas sur qui. Mais en plus, on notera d'ailleurs la tentative de s'exprimer d'Amélie Oudéa Castéra, la ministre des Sports. Tu sais, elle a tenté de dire un truc, et puis après, elle s'est rappelée, ah mais merde, je sers à rien. Et puis la première dame, elle a plus de pouvoir que moi, de toute façon. Regardez la dame, là, sur la droite de l'écran. Mais il y a des manières de vivre à l'Élysée. Et l'un comme l'autre, nous ne vivons pas de manière isolée. Elle s'est mis un auto ta gueule, ce qui est bluffant, en fait. Ce qui est très bluffant. C'est-à-dire que tu as l'autre qui parle, qui parle en te disant qu'elle a arrêté de parler. Donc déjà, on est sur un niveau... Bon, bah derrière, c'est Anne Romanoff, c'est le Marrakech du rire. Et Amélie Oudéa Castéra, elle s'est dit, tiens, bon, je vais essayer de faire mine de servir à quelque chose. Regarde, tu vois, ta gueule. L'un comme l'autre, nous ne vivons Oh pas merde, de manière... toute seule. Ça, c'est fort. Parce que prendre un ta gueule, avoir une... comment dire, faire une intervention qui gêne les gens et où les gens t'invitent à clore le bec, c'est rare parce que c'est pas poli. Mais faire ça tout seul à toi-même, ça c'est bluffant. On remet quand même la VAR, le ralenti, parce que ça c'est clair, ça c'est bien joué. Mais il y a des manières de vivre à l'Élysée. Et Ta gueule. l'un comme l'autre, nous ne vivons pas de manière isolée. De tout... Tu vois? Et c'est fou parce que l'autre, elle lui lâche quand même un désolé de n'oublie quand même pas que la taulière c'est moi. L'un comme l'autre, nous ne vivons pas de manière isolée. De toute manière, vous ne nous croirez pas, mais je vous garantis que c'est une réalité. C'est génial, j'adore. Ah non, j'adore, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Brigitte Macron parce que bah, c'est vrai que comme elle avait dit qu'elle parlait plus, je m'attendais pas à ce qu'elle parle. Mais bon, c'est bien, c'est bien. C'est bien quand même. On a donc eu ça. Et puis, mine de rien, on va attaquer. On va attaquer le gros menu. Merci à Ukerma qui vient de subprime, 10e mois, merci beaucoup. On a plein de petits nouveaux aujourd'hui. Je vois, vous êtes quasiment plus de 600, c'est complètement fou. Ça, c'est Julien Pain. Ça, c'est Champ qui a un côté boulangerie, ça ramène du monde. Tu passes devant, ça sent bon, en général. Et là, on est là-dessus. Donc, on va y aller, parce que vous avez suivi cette affaire énorme, quand même, du fonds Marianne. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais on résume, s'il y a des gens qui n'ont pas suivi cette affaire, le journal Marianne, qui n'ont rien à voir. Attention, parce que si vous vous perdez déjà à ce moment-là, on est dans la merde. Merci à Abdel Karim, DZ42, qui vient de sub. Merci à toi, mon Abdel Karim. Donc... qu'est-ce qui s'est passé? On a Marianne, il y a 2 semaines maintenant, qui a révélé que, au lendemain de l'assassinat horrible de Samuel Paty, pour l'histoire géo, tout le monde s'en rappelle bien évidemment, le gouvernement avait lancé une sorte de cagnotte pour récolter des dons, ça s'appelle Fonds Marianne, et le but était de redistribuer cet argent à des associations notamment qui luttaient contre l'islamisme radical, qui luttaient pour la laïcité, enfin, qui avaient des causes qui allaient dans le sens du vent. Alors, soyons clairs, ça servait d'emblée à rien. Mais on ne pensait pas que même rien, ils allaient réussir à le transformer en scandale. Ce fonds a récolté près de 2,5 millions d'euros, quelque chose comme ça. De l'argent qui a effectivement été donné. Et c'est là où ça se corse. Comme on dit à Bonifacio, là, ils ont donné à des associations diverses et variées. Dans un premier temps, le journal Marianne a révélé que ils avaient donné, mais à des associations. Pardon. Marianne en avait parlé. Ensuite, c'est Mediapart qui avait fait également des révélations. Et on apprenait, en croisant un petit peu tout ça, que cet argent avait été dépensé de manière assez opaque. Seulement 2 associations avaient été retrouvées dans la liste des heureux gagnants, parce qu'apparemment,
une loterie. Et on a eu voilà, une association un peu bizarre où on trouvait dedans Mohamed Sifawi, bien connu pour ses bouquins de lutte notamment contre l'islamisme radical, et qui se payait des salaires de fou furieux avec cet argent-là. Ils ont globalement fait des tweets et des publications Facebook euh, avec cet argent. Enfin, c'était complètement, c'était déjà n'importe quoi sur les deux. Et on a appris, là, il y a quelques jours, là, c'est Libération, en plus, c'est Check News qui a fait ça. Donc là, tu peux pas dire non. Ça vient de Check News. Donc, il y a le tampon officiel. On a eu la liste de qui a donné cet argent. Je vais vous la diffuser parce que je l'ai noté sur un autre doc, tu vas voir. Après, on va parler de Julien Pain parce que ça permet de mieux mettre en contexte ce qu'est cette escroquerie du fact-checking. Donc, regardez, ça c'est la liste. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, bougez pas. Là, c'est la liste de toutes les associations qui ont reçu de l'argent. Donc, on a l'USEPPM qui a reçu 350 000 euros, hein, création de compte faiblement suivi sur les réseaux sociaux, salaire versé à 2 des dirigeants. Donc, ça, c'est la fameuse association dont je vous parlais. On a eu des trucs comme reconstruire le commun. Donc là, ça a été épinglé il y a quelques jours parce que c'est une association qui a reçu 330 000 euros pour faire des vidéos où ils disaient attention, Marine Le Pen c'est le fascisme et l'extrême gauche c'est pareil. Donc ils appelaient discrètement à voter Emmanuel Macron, donc, ce qui est déjà un scandale absolu, avec de l'argent public, de financer des associations qui militent pour le gouvernement. On a eu des trucs voilà, divers et variés. Civic Fab, 315 400 euros. Développement de projets visant à combattre les discours de manipulation. Encourager l'esprit critique et organisation d'ateliers auprès de publics défavorisés. On a eu des choses comme ça. La LICRA a eu 95 000 euros. Mémoire et BD, voilà, 88 960 euros. Réalisation d'un manga constitué de plusieurs histoires courtes autour des relations et l'égalité garçon-fille dans les quartiers prioritaires de la ville. 88 000 euros le manga, j'espère qu'il est imprimé sur du saumon fumé parce que ça fait cher. L'Institute of Strategic Dialogue, 80 000 euros. Ouais. Alors eux, ils ont fait une cartographie des acteurs de lutte contre la désinformation. Je suis con, je suis pas dedans. Je suis déçu parce que à 80 000 euros la carte, là c'est pareil. Tu fais un truc taille réelle. Hein. Et ça, les bibliothèques sans frontières, ça la rigueur, pourquoi pas. Si t'as eu des Conspiracy Watch, voilà. Et c'est là où ça se corse. Voilà, c'est là où ça se corse. Conspiracy Watch, alors là, c'est la galaxie des mousquetaires du fact-checking. Hein, je veux dire, les tortues ninja de la vérité. Conspiracy Watch, c'est Rudi Reichstadt. Donc pareil, tu sais, qui est copain, c'est comme Julien Pain en fait. C'est tout pareil. Sauf qu'il y en a un, il s'appelle Rudy, l'autre, il s'appelle Julien. Mais c'est exactement pareil. Eux, ils ont eu 60 000 euros. Production de notices d'information sur de grands thèmes complotistes, mise à jour de notices existantes. 60 000 euros. Ah, elles sont belles les notices. Hein. Non, c'est du papier A4, blanc canson, grain mat. Non, 60 000 euros, faut y aller. Et le problème de Rudi Reichstadt, c'est que là, il a sorti un livre. Personne ne lui avait demandé, mais il a sorti un livre, donc il fait la tournée des plateaux, forcément, tu vois. Et tu vois, ce matin, il était sur France Inter, hasard du calendrier, et il a parlé un petit peu de tout ça. Hein. Je vous présente Rudi Reichstadt, c'est lui. Sonia, votre... C'est-à-dire que vous êtes devenu votre propre laboratoire de recherche. Comme vous savez parfaitement que vous n'êtes pas un suppôt du complot de l'industrie pharmaceutique, comme vous savez parfaitement que vous... Alors ça, c'est bon, c'est une chroniqueuse, tout ça, qui pose les questions. Et ça, c'est Rudy, ça. À la fois intimement sur le complotisme, c'est un poste d'observation assez privilégié. Ça nous renseigne aussi a posteriori sur ce qu'a été la calomnie complotiste ou pas, mais la calomnie en général et les grandes campagnes de harcèlement à travers l'histoire. C'est-à-dire qu'on comprend mieux, je crois, les procès de Moscou, on comprend mieux le macartisme, on comprend mieux le suicide de Salingro aussi. Il faut rappeler qui était Roger Salingro. Roger Salingro, c'était le premier ministre. Rudy, il te dit un peu ce qui s'est passé avec ces 60 000 balles. Après, le problème, c'est qu'il est pas content. Il est pas content parce que forcément, il a été épinglé, tu vois. Et même Marianne est venue chercher ces trucs, quoi. Tu vois, Conspiracy Watch de Rudi Reichstadt, les contradictions de l'anticomplotiste professionnel. Voilà. Donc, ça, c'est la tuile, tu vois. Ça, c'est la tuile. Hein. Voilà. Et même Marianne le dit aujourd'hui, tu vois. Conspiracy Watch et son fondateur Rudi Reichstadt donnent le là dans la nécessaire lutte contre le complotisme.
mais en dramatisant à l'aune d'un filtre politique militant, cet observatoire pourrait s'avérer contre-productif. Ah là, c'est Marianne qui te le dit en plus, hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est... Tu vois, il a écrit un livre qui s'appelle L'opium des imbéciles. Des imbéciles en plus. Donc en termes de hauteur de vue, c'est pas mal, quoi. Et donc, ça, c'est Rudy. Donc là, il s'est fait avoir avec les doigts dans le pot de miel, tu vois. Et le problème, c'est que euh, le petit problème, là, je suis sur le site de Marcel D, Média en 442, qu'on embrasse, bien sûr, super. Euh, Parce que Rudy Reichstadt, pour vous dire un petit peu hein, ce qu'il en est, hein, 30 novembre 2022, par exemple, il t'avait dit François, il avait dit c'était un site nazi. Ouais. Ça, c'est un site nazi, François. Moi, je ne savais pas. Donc, ça, c'est la prudence à la Rudy Reichstadt, tu sais. On va voir si le numéro entier est sur Caféine, on va regarder ça ensemble, mais euh, vous voyez, tu vois, euh, il a réagi, Rudy. Parce que tu vois, il y a plein de choses. On fera une émission aussi sur lui, il la mérite, bien évidemment, il mérite l'émission, Rudy. Merci à Alexandre59 qui vient de subprime, 10e mois. Et Rudy, il avait dit face aux accusations amalgame, accusations mensongères, fausses infos, insultes, calomnies, menaces, l'agitation conspi, déclenchée hier soir du Fonds Marianne, et comme une mise en abîme de ce que je décris dans Au cœur du complot. Assez fascinant à observer. Ouais. Bon, alors, problème de l'accusation de conspi, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il fasse gaffe, parce que là, on parle de ses collègues de Marianne, de Libération et de Mediapart. Donc si les journalistes deviennent conspirationnistes ou complotistes, de toute façon, tu choisis le mot que tu veux, bah là, ça devient cocasse, hein. Là, il faut faire attention, hein. Et c'est là où, voilà, Rudy, moi je l'aime bien. Donc, je vous présente ce monsieur pour vous donner un petit peu le contexte. Et pourquoi on introduit avec Rudy? Parce que lui, il est dans la sauce. Et on est en train de comprendre, en fait, que, en tout cas, pour ce qui est de Conspiracy Watch, on a derrière un soutien du gouvernement, en l'occurrence financier, mais on peut imaginer, et au vu par exemple de l'accès médiatique de ces gens-là et tout ça, on peut imaginer qu'ils aient une sorte de tampon officiel qui fait d'eux les mousquetaires du fact-checking, ceux qu'il faut inviter en priorité. Comment Julien Pain est considéré comme meilleur fact-checker qu'un autre journaliste lambda qu'il y a sur France Info, sur le service public par exemple? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là ont bien été sélectionnés. Ils se sont inventés un métier qui n'existe pas. Dans les écoles de journalisme, il n'y a pas d'option fact-checking. Ils ont inventé leur propre métier et ils sont plus invités que les autres. C'est bien qu'il y a un choix. Au moins des conférences de rédaction, au moins des médias. On retrouve la même structure que Martin Blachier. Pourquoi on invitait plus Martin Blachier que le docteur Pellerin, je dis n'importe quoi? C'est parce qu'à un moment donné, Martin Blachier, il y avait un choix qui était fait des médias, et il y avait une mécanique de buzz qui venait, ils disaient n'importe quoi, et ainsi de suite. Ceux qui suivent juste mieux sont bien placés pour le savoir. Donc, on a avec le Fonds Marianne, c'est pour ça que je vous dis ça au début, et après on va regarder le documentaire. On a avec le Fonds Marianne un élément de preuve. Alors, tu vois, je vais être prudent, parce que sinon, après, Rudy va me dire que j'ai dit n'importe quoi, ou un journaliste de l'Express, ça, on ne sait pas. On a un élément que ces gens-là sont au moins soutenus d'une certaine manière, enfin, lui, en tout cas, est soutenu d'une certaine manière par le gouvernement. Julien Pain, qui officie sur France Info, donc c'est le service public, donc il est aussi financé d'une manière ou d'une autre par le gouvernement. Et on est en train de comprendre petit à petit, en train de voir de manière factuelle, c'est que des vrais journalistes de métier sont en train de découvrir le poteau rose et de se dire, mais nous, journalistes, déjà, on s'est fait déborder par des types qui étaient prêts à nous expliquer notre métier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci à Drogue45 qui vient de Subprime. Petit nouveau, merci beaucoup. Julien Pain, d'une certaine manière, traite de conspirationnistes des journalistes, donc des collègues à lui, qui ont fait le boulot et qui démontrent que il a reçu du pognon, alors que sincèrement, c'était peut-être pas le but du jeu, quoi. Et franchement, du pognon sur le dos d'un professeur d'histoire géo décapité, en termes de morale, waouh, faut être bien accroché, tu vois. Donc, les journalistes font le boulot, mettent en avant le fait que ça n'est pas normal et qu'il y a vraiment un problème sur à la fois le financement et la mise en avant de ces gens-là, et l'autre te dit ils sont conspirationnistes. Donc, Julien Pain, c'est la même salade, sauf que Julien Pain, il nous a fait un documentaire. Eh oui, il est là le documentaire, et on va se le regarder. C'est tout le but de l'émission, ça s'appelle Désinformation, la contagion. Alors, qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train de vous dire que parce qu'il y a l'affaire Rudy Reichstadt, Julien Pain, c'est du même acabit, et donc il est financé directement par Marlène Schiappa.
Je ne lui ferai pas cet affront-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un contact avec Marlène Schiappa, désormais Playmate. Hein. Ah, il est Playmate. Hein. En plus, ils sont contents parce qu'ils ont vendu tous les magazines. Ouais, alors qui l'eût cru? J'imagine pas que c'est. Enfin, j'imagine que c'est pas pour l'esthétique, hein, sauf les amateurs du Balloon Dog de Jeff Koons. À la rigueur, on est sur quelque chose là-dessus. Mais ils ont tout vendu. Ouais. Ils ont tout vendu. Apparemment, ils vont même. Ouais, il y avait 100 000 exemplaires. Ils sont quasiment tous vendus. Tu vois. Donc, ça, bon, ça, au moins, ça aura servi à quelque chose. C'est peut-être pas le plaisir des yeux, mais c'est au moins celui du portefeuille. Merci à I Don't Eat qui vient de sub. Merci aussi. Donc, pourquoi je vous dis ça? Tu vois, je m'emballe. Vous savez, je parle de Marlène Schiappa, j'ai perdu mes moyens. Qu'est-ce que je voulais? Oui, donc on était sur Julien Pain, avec son documentaire à la con. Je suis pas en train de vous dire que parce que Rudi Reichstadt se fait épingler, c'est pareil pour Julien Pain, mais méfiance, parce que on voit de plus en plus, en tout cas les signaux d'indices se multiplient, la trajectoire de ces gens-là doit être questionnée. Comment ont-ils été autant mis en avant? Quelle est la nature des moyens qu'ils ont aujourd'hui pour faire leur travail? Et quel est l'objectif réel? Parce que depuis le Covid, avec maintenant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on voit des gens qui sont experts en tout, qui diabolisent l'ennemi de manière assez sauvage. Je veux dire, quand vous n'êtes pas conspi, vous êtes nazi. Alors, franchement, bon, ce sont des clubs vacances où t'as pas trop envie de foutre les pieds, et eux n'hésitent pas. Donc, on va regarder, on va se plonger dans la pensée de Julien Pain, hein, des informations, la contagion, on va regarder ça, je le découvre avec vous, je ne l'ai pas vu, donc on va essayer de le commenter, on va regarder tout ça, on fera des petits arrêts par moment, je vais enlever ma tronche aussi si ça gêne l'écran, enfin, ça va être que du plaisir. Merci à Grignouche qui vient de sub, c'est le 8e mois, c'est parti. Petite intervention parce qu'on va se le décortiquer quand même. On commence avec un point Godwin sublime. Ça attaque direct, hop, premier complot de l'histoire, tac, c'est sur les juifs. Voilà. Point Godwin classique, hein, c'est du plaisir, c'est efficace, c'est une belle mise en jambe, passe profondeur, là on est gagné. Et puis tout de suite, tu vois, on te dit, les fake news, ça c'est dans la rue. Et là on interviewe une dame qui parle de grippette. Alors c'est marrant parce que là, il n'a pas épinglé Michel Simès, médecin de plateau bien connu, qui lui aussi avait parlé de grippette. Tu vois. Comme quoi, il n'y a pas que dans la rue. Il y a aussi dans des endroits normalement protégés contre l'affreux virus du complotisme. Donc, on a, qu'on soit bien d'accord, par moment, je vais vous dire des choses qui sont un peu plus tirées par les cheveux, qui sont, comment dire, qui sont plus de la critique de forme. On fera aussi de la critique de fond, à n'en pas douter, je crois qu'il y aura des choses à dire. Mais on a déjà des partis pris dans la réalisation. Et ça fait 54 secondes. Donc je peux vous dire qu'on n'est pas couché. La guerre en Ukraine atteint aujourd'hui des sommets de manipulation. Nous n'avons pas envahi l'Ukraine. Nous avons organisé une opération militaire spéciale. Et puis, on le sait maintenant, la désinformation peut porter au pouvoir. Fake, disgusting news. Alors, voilà. Comment en est-on arrivé là? Les exemples sont bien sûr choisis au hasard. Merci à Les Astuces de Claudéa qui vient de se prendre 7e mois. Qu'on soit bien d'accord, tout ça est choisi au hasard. Le complotisme est un tel virus qui touche tellement tout le monde que là, on vient de voir 3 personnalités politiques sur la séquence. Sergueï Lavrov, ministre russe. Là, on a Florian Philippot et on avait Donald Trump. Tu vois. Par contre, plus personne ne dormira dans la rue avec mon mandat d'Emmanuel Macron. Ça, on n'a pas eu. Là, c'est non. Ça, c'est non. Les autres mensonges du gouvernement, non. Olivier Véran, le masque ne sert à rien, non. Ça va. Trump, oui. Trump, c'est possible. Donc, à la rigueur, tu vois, que tu défendes ton métier qui n'existe pas. Tu dis, bon, on va faire un documentaire sur le fact-checking, d'accord. Mais quelle audace intellectuelle t'aurait pu être que de mettre en avant en fait des séquences de tout le monde et de dire, quitte à le sous-entendre, même dans le bon camp, il faut être prudent parce que parfois la raison nous échappe, tu vois. Mais c'est là où on va se régaler, c'est dans le choix des exemples, parce que l'honnêteté intellectuelle en tant que journaliste peut commander de prendre des exemples de tous bords et de dire après, bon ben voilà, il y a par exemple, je vois passer dans le chat, n'oubliez pas votre serviette, très beau pseudo, qui nous dit la fameuse attaque de l'hôpital de Castaner. Il y avait eu ça. Et d'ailleurs, en lisant ça, je pense à un truc qui a plus ou moins à voir. C'était la photo de Gérald Darmanin, rappelez-vous. Une photo d'un cortège, notamment de Florent Philippot, justement, où les gens applaudissaient comme ça. Gérald Darmanin, sur son compte Twitter public, publie un arrêt sur image et dit et sous-entend qu'ils font des saluts factieux, des gestes factieux, sous-entendant que c'était un salut nazi. Et là, est-ce que Julien Pain va en parler? Je sais pas, on découvre le truc. Mais c'est vrai que tu te dis, bon, il n'y a pas beaucoup d'attente, quoi. Voilà, là, on vient de s'allumer un bon porno, on n'est pas là pour les dialogues.
À un moment donné, ça va claquer. Là, c'est un petit peu pareil, mais peut-être qu'on va être surpris, on ne sait pas. À l'automne 2018, un mouvement fait son apparition. Les Gilets jaunes. Des femmes, des hommes et une colère. Je travaille, mon mari travaille, j'ai 2 enfants. Le 15 du mois, on sait même pas comment nourrir nos enfants. C'est une honte ce qui se passe. On est des gens qui travaillons et on a besoin de prendre notre voiture. Moi, je suis désolée, j'habite dans le 60 et tous Voilà. les jours, je vais Donc utiliser déjà, ma moi, je me mets aussi dans la peau d'un fact-checker. Hein, c'est important aussi de se projeter. Cette femme n'a pas l'air désolée. Donc quand elle dit « moi je suis désolé, je trouve qu'on devrait la foutre en tôle ». Voilà. Non, mais je montre pas de blanche parce que le fact-checking a de l'avenir. Si on prend 60 000 balles en disant de la merde, moi je m'inscris sur la liste. voiture. C'est 88 € d'essence par semaine et là, j'en peux plus. Mais au milieu de ces revendications sociales, circulent de fausses informations, notamment en ligne, sur les groupes Facebook. Un gilet jaune aurait été tué dans une manifestation, ce qui est faux, ou encore notre constitution française aurait été suspendue. Une intox, là aussi. Autre exemple, avec le pacte de Marrakech. En cette fin d'année 2018, près de 160 États approuvent un texte sur les migrations. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Objectif, améliorer la coopération entre les pays sur ce sujet. Mais l'extrême droite française fait circuler une fausse interprétation de ce pacte onusien. Il serait contraignant et viserait à déposséder... Voilà, donc attention, parce que c'est là où ça devient balèze, c'est que, bon, déjà, c'est l'extrême droite. Donc, de toute façon, tu peux t'arrêter là que déjà, ils ont tort, et que ça t'invalide une actualité. À partir du moment où Marine Le Pen parle d'un sujet, ou Orban, ou Mélanie, qui tu veux, ça invalide le sujet. C'est-à-dire que demain, Marine Le Pen te dit Paris lance 3-1, c'est une fake news. Quand bien même le match a réellement eu lieu, c'est pas le sujet. Donc on est là-dessus, et là on a quand même cette formulation qui est bluffante, hein, parce qu'on est dans l'analyse. Formulation bluffante, je vous la remets. Française fait circuler une fausse interprétation de ce pacte onusien. L'extrême droite française fait circuler une fausse interprétation. Parce qu'il n'y a pas seulement l'actualité qui est fausse, c'est l'interprétation. Et là, on est absolument dans le fact-checking. C'est-à-dire que c'est pas tant, parce qu'en vérité, une fake news, ça n'existe pas. Quelqu'un qui sort, enfin, comment dire, ça n'existe pas. C'est plus rare que ce qu'on veut bien, entendre, et ce qu'en disent les experts de fact-checking, dans la mesure où inventer une actualité, il faut déjà partir de loin. C'est-à-dire, tu n'inventes pas un accident de bagnole. Ce qui souvent amène en erreur les gens, ce qui souvent trompe les gens, c'est effectivement l'interprétation. C'est effectivement la compréhension que peut avoir un émetteur d'un sujet et comment il va le recracher. Mais c'est là toute l'escroquerie du fact-checking. Et Julien Pan nous le démontre en 3 minutes de reportage. C'est-à-dire que une fake news, c'est extrêmement rare. Voilà. Effectivement, le coup du gilet jaune qui était mort, la mort a été cachée par les CRS, ça pour le coup c'est une fake news. C'est-à-dire qu'il n'y a réellement pas une mort et il y a une sorte de rumeur qui s'est répandue et qui ne repose sur rien. En revanche, le pacte de Marrakech a bien été signé. Ce qui trompe, enfin ce qui peut être considéré comme faux par les fact-checkers, c'est une interprétation, c'est pas l'actualité en tant que telle. Et leur coup de génie, c'est de ne pas dire ça justement. Et finalement, quand on comprend que ce qu'eux appellent fake news n'est qu'une interprétation erronée ou une interprétation avec laquelle ils ne sont pas d'accord, ce qui est quand même le niveau 2 du jeu vidéo. Parce qu'une interprétation erronée, ça effectivement, c'est-à-dire que je sais pas, je vous dis, bah, ma gourde, je la vois de loin, j'ai pas mis mes lentilles, bah oui, je crois qu'elle est bleue. Alors, effectivement, de fait, elle est verte, bon, bah, je me suis planté. Par contre, si je vous dis... Ça, pour le coup, ce serait une interprétation erronée. Par contre, si je vous dis, bah, je sais pas, je l'ai vue de loin, je crois qu'elle était verte et bleue, mais je saurais pas dire comment... Là, on a Julien Pan qui toque. Enculé d'extrême droite, c'est fasciste ce que tu viens de dire. Ah d'accord, pardon. Donc, c'est là l'escroquerie du fact-checking qui est démontrée, mais au bout de 3 minutes. C'est qu'ils vous le disent. Et en plus, ils le disent. Ils ne s'en cachent pas. Ils disent, l'extrême droite a fait circuler une fausse interprétation. Mais il n'y a aucun problème dans les fausses interprétations. C'est le cœur même du débat, c'est le cœur même de l'échange entre humains. Et ces gens-là essaient de vous vendre leur camelote, de dire, il est possible de ne parler que de choses vraies et validées. Sauf que qui est le fabricant de choses vraies et validées? Qui est celui qui met le coup de tampon? C'est eux. Donc c'est un contrôle de l'information. Il serait contraignant
et viserait à déposséder les États de leur capacité à contrôler leurs flux migratoires. C'est faux d'un point de vue juridique, mais cette interprétation se retrouve telle quelle chez certains gilets jaunes. Il est à Marrakech et il va signer le pacte de Marrakech. Voilà. Nous rencontrons cet homme en décembre 2018. Les textes. Vous pensez que c'est quoi le pacte de Marrakech? C'est en fait pour avoir en fait une immigration constante et puis massive. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Calais. Bon, on a vu Calais ce que ça a donné. Et ben là, ce sera Calais puissance 1000. C'est un des premiers mouvements comme ça où on a senti que... Ouais, il y a la star, ça y est. Ah, j'ai envie de me foutre à poil là du coup. Il est là, Juju la déchirure. Là, c'est à partir de maintenant où j'ai une demi-molle. On part sur une dynamique de redressement de la France parce qu'il est beau. En plus, il faut le dire. Non, mais au bout d'un moment, moi, si je vous dis tout ça, c'est pas par intérêt pour le débat, pour l'actualité, pour le respect des valeurs journalistiques. C'est juste parce que je suis jaloux. Moi, j'ai une gueule d'extincteur, le gars, il est beau comme tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Hein. Et donc, il intervient dans son truc et il va nous dire ce qu'il en pense. Ce qui est de facto la vérité, de toute façon. Nous ressortait énormément. C'était un mouvement qui refusait les canaux habituels, c'est-à-dire les médias. Ils n'avaient pas du tout confiance dans les journalistes, donc ils avaient leurs propres canaux d'information, notamment Facebook. Et là, c'était forcément très facile pour la désinformation de circuler parce qu'il n'y avait plus aucun filtre. Mais un an plus tard, un événement va faire basculer cette désinformation dans une autre dimension. Est-on face à une nouvelle épidémie de grande ampleur? En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS. 2 premiers cas de coronavirus identifiés en France. Nous ne savons pas à quel point ce virus est contagieux. Nous sommes en guerre. La pandémie de Covid-19 réunit... C'est très beau choix, un très beau choix de l'extrait d'Agnès Buzyn, bien évidemment. Juju, parce qu'il n'a pas pensé, à mon avis, il ne prend pas l'extrait où Agnès Buzyn nous dit que le risque d'arrivée du virus en France est quasiment nul. Hein. Ça, il ne prend pas cet extrait parce que il n'y avait plus la cassette. Ils ont perdu la cassette, donc il ne nous met pas celle-là. Il nous met un autre extrait, mais c'est indépendant de sa volonté. Tous les ingrédients pour faire prospérer la désinformation. La peur d'un virus inconnu, dont on ignore l'origine ou même la façon dont il se transmet. Nos vies cloîtrées par les mesures de confinement. Et dès le départ, une intox va s'avérer particulièrement virale. L'heure est grave. L'heure est très grave. Le voilà le brevet. Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Cet homme, ancien gilet jaune, explique que le virus du Covid-19 a été créé par des scientifiques de l'Institut Pasteur et diffusé volontairement. On ne vous parle pas d'un virus qui se balade dans la nature. C'est bien marqué, je vous le dis, vous irez voir les papiers, c'est marqué « les inventeurs ». Les inventeurs. Ce brevet existe bien, et il est effectivement l'œuvre de l'Institut Pasteur. Mais cet internaute l'interprète de manière erronée. Le terme « inventeur » désigne les personnes qui ont déposé ce brevet, et il ne concerne pas l'invention du Covid-19, mais l'identification d'un ancien coronavirus. L'homme à l'origine de Ah, le fact-checking en bois, c'est terrible quand même. Tu sais, sur des jeux de mots, le mec, l'autre c'est un abruti. Pour Julien Pin, c'est clairement un abruti. Et en plus, tu sais, il vient fact-checker sur des éléments, c'est génial quand même, tu vois. Ouais, en fait, il a dénoncé un oiseau dans sa vidéo. C'était une mouette, donc le mec s'est trompé. Et moi, Julien Pin, je peux vous dire tout ça. Ah, merci Julien. Intox sera condamné à une amende de 5 000 € avec sursis pour diffamation à l'égard de l'Institut Pasteur en septembre 2020. Effectivement, j'ai fait l'amalgame sur le mot inventeur. Malgré sa condamnation et les démentis, cette fausse information va continuer de se diffuser. Fabriqué en France par l'Institut Pasteur. Jusqu'à être reprise dans un documentaire. Hold up, alors là, ça va chier des bulles carrées. Là, on va rigoler. Je suis assez bluffé, je vais pas vous mentir. Alors, on fait des blagues et tout ça, mais même en essayant de regarder ça sous un angle, tu vois, pas objectif, c'est mon point de vue là-dessus, mais sous un angle clair, en abandonnant un petit peu mes petites idées, mes préconçus et compagnie sur le monsieur, le choix des séquences est génial. Il faut être d'une mauvaise foi terrible pour choisir cela. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas un mot sur l'une des plus grosses fake news du début du Covid-19 en France, qui était « le masque ne sert à rien ». L'honnêteté journalistique commanderait de mettre ça en avant et de dire « vous avez vu, voilà, effectivement, bam ».
C'est hallucinant. Même en essayant de me mettre dans la tête d'un pro, voilà, pro-vaccin, tout ce que vous voulez. Enfin, d'ailleurs, ce qui est absurde en soi. Mais quelqu'un qui n'a pas la défiance que j'ai vis-à-vis du fact-checking, le choix est absurde. Sincèrement, c'est d'une mauvaise foi absolue. Et c'est pas fini. Qui deviendra une référence pour les réseaux de désinformation. Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. C'est une épidémie. Sorti à l'automne 2020, Hold Up enchaîne pendant près de 3 heures les contre-vérités sur le Covid-19. C'est des chiffres partiels qui sont utilisés ou des arguments qui sont utilisés, mais seulement le côté qui intéresse le réalisateur. Donc le choix des intervenants aussi est tout à fait objectif. Cette dame qu'on salue, qui est journaliste pour l'émission Vrai ou Fake, qui est l'émission de Julien Pain en fait. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Qui intéresse le réalisateur. Mais le problème, c'est que quand on regarde, évidemment, on s'en rend pas compte parce que c'est très bien fait. Ainsi, le documentaire nous explique qu'un virus ne peut pas avoir de deuxième vague ou que des camps d'internement vont être créés au Canada pour les malades. Autant de fausses informations distillées dans un discours anxiogène. Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus. Là, typiquement, alors, je vois, il y a mon Karim dans le chat, on papote un petit peu et puis on prend le documentaire. Mon Karim que je salue, qui dit « Salut Rémi, vient de rentrer, j'ai pas suivi, tu en penses quoi du film Hold Up ?» Pour la faire courte, effectivement que le Hold Up est dans le grandiloquent et dans tout ce qu'on veut, mais moi, jusqu'à présent, j'étais sur une grille de lecture de la liberté d'expression et que ce documentaire pouvait et devait exister, et que les gens étaient assez intelligents pour voir que quand effectivement Monique Pinson-Charlot, sociologue qui est dans le documentaire, explique, elle parle d'une Shoah, quelque chose comme ça, elle compare ou un génocide, je sais pas quoi, les gens sont assez... Je suis certain que les spectateurs sont assez intelligents pour comprendre qu'il y a parfois des tournures, une mise en scène, des déclarations qui sont choquantes et excessives, et il y en a d'autres qui sont intéressantes et à prendre en compte. Ce que dit Carlos Bouza dans l'extrait qu'on vient de voir, une part de liberté perdue n'est jamais retrouvée, je vois pas où est le problème. Donc, ce qui m'embêtait avec le traitement d'Hold Up, c'est qu'il y a bien évidemment plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Maintenant, on peut faire le tri, quoi. On est assez malin pour dire, oui, il y a des dingueries dans ce documentaire, mais il y a aussi des choses intéressantes. On est capable de faire le tri entre le bon grain et l'ivré, tu vois. Et ce qui m'a rendu fou avec Hold Up, mais on comprend mieux aujourd'hui avec comment il est dénoncé 2 ans et demi après par Julien Pain. Il fallait surtout que ce documentaire soit présenté et perçu comme un immense ramassis de théories complotistes. Et pourtant, quand on fait le tri, on comprend que oui, il y a des trucs complètement zinzin, et il y a des trucs à prendre en compte. Au bout d'un moment, si on n'a même plus le droit en fait de considérer tout le contraste dans une seule et même œuvre, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, là, ça va devenir vraiment compliqué. Dans Hold Up, il y a des choses avec lesquelles je suis complètement d'accord. Ils évoquaient dans le documentaire, on est en mars ou avril 2020 à ce moment-là, je crois, ou peut-être même mai, ils évoquent la notion de QR code, ils évoquent l'encadrement de la population, ils évoquent tout ça. Le documentaire ne dit pas n'importe quoi sur tout. Faut arrêter les conneries. Il y a plein de documentaires sur l'histoire et tout ça que vous pouvez regarder. Il y a des choses où vous dites, là, je suis pas complètement d'accord. D'autres trucs où vous êtes d'accord. De le présenter comme ça avec toute la machinerie médiatique qui s'est mise autour, je trouve que c'est plutôt ça qui est suspect, plutôt qu'un documentaire qui effectivement sort de nulle part et où dedans il y a beaucoup de conneries qu'on peut comprendre au premier coup d'œil, quoi. De manipulation par des élites. Et puis, alors, juste à mon Mr. Deans qui répond, faut continuer à papoter. L'ennui, Rémi, c'est qu'en mélangeant vérité et mensonge en grande quantité dans le doc, c'est dangereux, je trouve. Mais je suis pleinement d'accord avec toi, mon Mr. Deans. Pour autant, on n'a pas interdit les chaînes d'infos au prétexte que pendant 2 ans et demi, ils ont raconté n'importe quoi par moment. Donc, moi, je veux bien qu'on tape sur Hold Up en disant le mélange entre mensonge et faits avérés est compliqué à distinguer. J'en conviens. Pourtant, les chaînes d'infos, personne ne les a inquiétés pour ça. Donc, c'est là où cette grille de lecture m'embête, parce qu'en fait, on l'applique que quand ça nous arrange. Martin Blachier n'a jamais été interdit de plateau, et d'autres non plus. Donc, c'est bien d'être rude avec Hold Up. Par contre, sur BFM TV, on a n'importe qui déboule, qui dit n'importe quoi, et qui est réinvité semaine après semaine. Ça va pas. Mondial comme Bill Gates. Un discours qui intrigue et séduit. Hold Up est vu plusieurs millions de fois sur Internet. Pour des gens qui se posent des questions, ce qui est bien normal, le fait de regarder ça avec tous ces arguments qui ne veulent pas forcément dire quelque chose de manière isolée, mais quand on écoute tout ça, on finit par être convaincu. Hold Up va également être relayé sur les réseaux sociaux et notamment par une partie de la classe politique. David Chavalarias
et directeur de recherche au CNRS. Il étudie la désinformation en ligne. Ici, on a le paysage politique français tel qu'il était en novembre 2020, où chaque point représente un compte Twitter, et les petits filaments ici représentent des liens de retweet. Et on voit que là où on a relayé intensivement Hold Up, c'est vraiment la sphère autour des comptes de l'extrême droite alternative, on va dire, donc Asselineau, Philippot et Dupont-Aignan. Voilà. Ces figures François Asselineau est d'extrême droite. Déjà, c'est une première nouvelle qui vient de tomber. Martine Vonner également. Hein, je ne sais pas si... Alors, les autres, effectivement, il y a match. Mais il est malin. En fait, il fallait ça. Hein. Il fallait extrême droite. On n'avait pas encore le mot. Là, ça y est, c'est gagné. Les théories sont fausses, non pas parce qu'on a réussi à le démontrer. Parce que comment voulez-vous démontrer, par exemple, que la théorie d'un virus échappé de laboratoire est fausse quand personne autour de la table n'a les éléments, ni ceux qui relaient, ni ceux qui veulent débunker. Donc c'est quand même le coup de génie. Et en plus, ça vient de l'extrême droite. Donc c'est doublement faux, en fait. Vont relayer et alimenter cette désinformation, en profitant également des hésitations du gouvernement. Sur la question des masques, alors là, nous atteignions, si vous voulez, l'apothéose. Il y a eu ces revirements de doctrine absolument incroyables. Les masques, symbole d'un exécutif qui navigue à vue durant cette pandémie. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Quelle surprise! Quelle surprise! On se remet quand même la séquence. Julien Pain évoque quand même le gouvernement. Ça fait plaisir. Voilà. On rajoute des points. C'est juste mieux. Je remets des points. Les masques, symbole d'un exécutif qui navigue à vue durant cette pandémie. Bon, qui navigue à vue, c'est pas une fake news, parce qu'ils sont pas d'extrême droite. Non, mais la différence, c'est ça, en fait. Ce qui permet de comprendre ce qu'est une fake news et ce qu'est naviguer à vue, c'est si t'es d'extrême droite. Voilà. Là, le gouvernement, il n'est pas d'extrême droite, donc il navigue à vue. Ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Au début de la crise, le gouvernement affirme avec certitude que les masques sont inutiles, malgré le manque d'études scientifiques sur le sujet. Voilà. Donc ça, c'est pas une fake news. C'est pas évident. Moi, je le sais pas non plus. Et tu vois, c'est juste milieu. On a sûrement des nouveaux spectateurs qui sont avec nous. On est 745, les amis. C'est super, vraiment. Je crois qu'on a battu le record hors présidentiel ici. Donc, merci à tous. Bienvenue, tous les nouveaux. Mais vraiment, c'est juste milieu. C'est l'esprit juste milieu. C'est que oui, on taille. Bon, Julien Pain, pour moi, je le prends pour une pompe à vélo du journalisme. Mais il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont présentées. Et là, vraiment, on regarde le documentaire sérieusement. En oubliant un petit peu les idées de chacun, les présupposés de chacun et tout. Mais franchement, là, c'est d'une partialité mais incroyable. Je veux dire, le gouvernement qui dit n'importe quoi, ça navigue à vue. Et en fait, bon, vous comprenez, ils ont dit ça, mais bon, ça manquait un peu d'études et tout. Ça manquait d'études. En Corée du Nord, ça faisait 25-30 ans que c'était dans les politiques... en Corée du Sud, pardon, même au Japon, c'est dans les politiques sanitaires depuis des décennies, l'usage du masque au moment des épidémies. Et donc, notre gouvernement, les études ne sont pas arrivées. C'était DHL, la livraison, ça ne marchait pas. Donc, la partialité est sidérante, quoi. Ce qu'il ne dit pas clairement, en revanche, c'est qu'à ce moment-là, la France n'a tout simplement pas assez de masques. Il y avait des masques et puis il n'y en a plus. Puis on ne sait pas très bien où on en est des stocks. Ça va nourrir incontestablement cette idée qu'il y a quelque chose de pas clair, qu'on cache la vérité aux Françaises et aux Français et que l'exécutif, en plus, ne maîtrise pas la situation. Le gouvernement veut donner des réponses claires et définitives sur le virus, à un moment où la science ne peut pas encore les apporter. Cette phrase, elle est chouette. Non mais, tu vois, comme quoi, non mais il faut le regarder, ce docu. Il y a des trucs intéressants. Elle est belle, cette phrase. Le gouvernement veut apporter des phrases fermes et définitives, la science ne peut pas en apporter, pardon. Je trouve ça chouette. Je trouve franchement cette phrase intéressante, elle résume tout à fait la situation. Par contre, on va dire l'emballement de cette séquence, je le trouve un petit peu partial. C'est-à-dire que quand des gens pointent du doigt exactement les mêmes choses, s'ils sont d'extrême droite ou d'extrême gauche, qu'importe, c'est un scandale. Parce que Martine Vonner, qui est rangée à l'extrême droite par notre ami le chercheur, rappelons que c'est une ancienne députée de La République En Marche, quand même, si jamais. Mais
c'est tellement énorme qu'avec toute leur partialité, ils sont obligés de constater ça. Je veux dire, le gouvernement a dit n'importe quoi, il voulait des réponses fermes et définitives, la science ne pouvait pas leur apporter. Je reprends la phrase, je trouve qu'elle est très bien donnée, très bien résumée, mais pourquoi là ne parle-t-on pas de fake news? Pourquoi Julien Pain, il est un peu moins musclé dans le discours à ce moment-là? Parce que si le gouvernement a dit des choses sans éléments scientifiques, on peut parler de fake news ou c'est quoi? C'est effet secondaire du Doliprane? Il faut parler de quoi du coup? La connaissance scientifique, c'est quelque chose qui se construit sur la base d'informations robustes, validées, et ça prend du temps. Et on ne peut pas demander à un scientifique de se projeter avec un jeu de données, en quelque sorte, qui est trop faible. Il ne peut pas le faire. Ou s'il le fait, il va se tromper. Mais il va se tromper de bonne foi, je dirais. Et de nombreux scientifiques au début de la pandémie. Ah putain! On n'est même pas à la moitié, j'en peux plus déjà. On peut se tromper de bonne foi, non mais... oh là là là, mais c'est terrible quoi, c'est terrible. Même en regardant ça d'un œil sérieux, c'est terrible. Et ça prend du temps. Et Alors bon, le monsieur qu'on voit là est membre du conseil scientifique, hein, si jamais. La connaissance scientifique, c'est quelque chose Bruno qui se Lina, construit. qu'on connaît, pareil, hein, des jolis conflits d'intérêts, tout ça, qui étaient dans les classements. Et en fait, le gouvernement ne dit pas n'importe quoi, il se trompe de bonne foi. George Orwell, on t'embrasse si tu nous écoutes. Construit sur la base d'informations robustes, validées, et ça prend du temps. Et on ne peut pas demander à un scientifique de se projeter avec un jeu de données, en quelque sorte, qui est trop faible. Il ne peut pas le faire. Ou s'il le fait, il va se tromper. Mais il va se tromper de bonne foi, je dirais. Et de nombreux scientifiques au début de la pandémie se sont trompés. Je pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France. Bon, c'est un virus de plus, c'est, comme on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Ah, on a quand même l'ami Michel Simès. Donc, tu vois, déjà, on balise le terrain. Et c'est vraiment tout le but de cette séquence aujourd'hui, de regarder ça ensemble, c'est qu'on va aussi mieux comprendre le logiciel de nos amis débunkers, fact-checkers. C'est que il y a des métiers dans lesquels tu ne dis pas des fake news, tu te trompes de bonne foi. Voilà. C'est là où, tu vois, c'est pas... Il te dit, c'est pas pareil, tu vois. S'il le fait, il va se tromper. Voilà. Mais il va se tromper de bonne foi, je dirais. Et de nombreux scientifiques au début de la pandémie se sont trompés. Voilà. Je pense Ils se vraiment sont pas qu'il y ait trompés. d'épidémie. C'était pas des fake news. Ils ont dit n'importe quoi en l'absence totale d'éléments et ils se sont trompés. D'ailleurs, bon allez, petit tacle en passant, de nombreux scientifiques, Michel Simès, il n'est pas scientifique, mais bon, c'est pas grave. Mais C'est un virus de plus, c'est, comme on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Les médias ont aussi poussé parfois à la circulation d'informations sans base scientifique. Ah, on les a tous. C'est un bingo. C'est voilà. Il y a le mensonge de bonne foi et il y a l'information non scientifique, tu vois. Les médias, ils font ça. Le peuple relaie des fake news, les médias relaient des informations non scientifiques. À la circulation d'informations sans base scientifique. Sans base scientifique, voilà. Et ça, c'est pas des fake news, tu vois. Le niveau vraiment d'escroquerie intellectuelle de ce documentaire me bluffe et on n'est pas la moitié. Les experts venaient et on leur demandait des réponses définitives. Et les experts ne savaient pas. Et comme on insistait et qu'on leur demandait absolument des réponses claires et précises, ils essayaient de nous donner des réponses claires et précises. Et je pense que c'est la principale erreur qu'on a faite en tant que journaliste. Il faut accepter qu'on ne sait pas tout et on ne savait pas tout à ce moment-là sur le virus. Putain. Alors Julien Pain découvre la biscotte. Voilà. Il reconnaît la principale erreur des journalistes, c'est d'avoir demandé des réponses claires à des gens qui n'en avaient pas. Alors pourquoi les demander? Parce qu'en fait, on savait d'emblée. Et là, il a raison, je suis d'accord, certes, mais par contre, pourquoi les gens voulaient des réponses? C'est parce qu'ils avaient peur. Et la multiplication de ces réponses, quitte à dire n'importe quoi, c'est-à-dire que si on met tout à plat, on n'avait pas d'éléments scientifiques nécessaires, mais on a donné des réponses qu'on n'avait pas, qui ont créé de la peur chez des gens qui n'avaient pas de peur au départ. C'est ça, du coup, le projet, ou parce que non, moi, je sais pas, je fais confiance à Julien Pain, et il nous dit que les journalistes, ils ont fait une seule erreur, c'était celle-là, c'est d'aller chercher des réponses chez des gens qui n'en avaient pas. Donc ces gens-là ont donné des réponses sans base scientifique, ces réponses-là ont fait peur aux gens et ont mis le pays dans un état d'hystérie et de restriction des libertés individuelles monstrueux. Donc on a fait tout ce qu'on a fait là pour que Julien Pain nous dise tout beau gosse, la barbe bien taillée, en fait désolé parce qu'en fait on vous a donné des fausses réponses, mais comme vous vouliez des réponses, on était un petit peu embêtés. Ah bon? Il est bien ce documentaire, il est très très bien. Gouvernement qui tâtonne,
Des scientifiques qui doutent, un sentiment de cacophonie dans les médias, ces différents facteurs vont favoriser l'émergence de discours alternatifs et anxiogènes sur la pandémie. Voilà. Des Ce qui est arguments anxiogène, c'est le discours alternatif. Voilà. On peut s'arrêter sur chaque phrase. Je pensais pas que c'était à ce point-là, sans déconner. dopés par l'arrivée des vaccins contre le Covid à la toute fin de l'année 2020. Pour Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur des hôpitaux de Marseille, une protéine contenue dans ces vaccins serait un danger pour notre fertilité. Si vous développez des anticorps contre ce petit morceau-là, peut-être vous risquez d'être infertile, d'être stérile. Autre acteur de cette désinformation, Richard Boutry, un ancien journaliste qui publie chaque jour une vidéo sur les réseaux sociaux. Pour lui, l'ouverture de la vaccination aux enfants représente un danger. Ils seront piqués comme des pauvres bestiaux qu'on envoie à l'abattoir. Des affirmations fausses qui ne reposent sur aucune base scientifique, mais qui deviennent virales en ligne, Voilà. boostées par les Donc là, tu vois, non mais c'est en plus, enfin, sans déconner, ça commence à me rendre vraiment grognon parce que bon, ce documentaire c'est de la merde. On peut le dire. Je pense qu'on va pas, voilà, on va aller au bout, mais je commence à avoir quand même un certain goût qui me pousse à vous dire ça. Ce qui est quand même bluffant, c'est que des scientifiques qui disent n'importe quoi sans base scientifique, c'est de la bonne foi, c'est bon, à des os. Et là, quand c'est Richard Boutry et compagnie, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Là, par contre, c'est gravissime. Et là, attention. Et là, ils ont fait pareil. Hein. Ils ont fait exactement pareil que les autres. C'est-à-dire qu'ils ont répandu des informations qui n'avaient pas de base scientifique. D'un côté, c'était de bonne foi. De l'autre côté, c'était des enculés. Ah putain, ok, d'accord. Non, parce que la grille n'est pas évidente, en fait. Algorithmes des réseaux sociaux. De compte, ces algorithmes cherchent à optimiser ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire le nombre de clics, le nombre de Ah, partages, tu le vois, nombre de je likes. t'avoue que je jette un œil sur le truc parce que peut-être que j'y suis, tu vois. Non, pas de juste milieu. Non, nous, on est des chèvres dans l'histoire. Etc. Et on sait par ailleurs que les contenus qui provoquent le plus d'engagement, en moyenne, sont les contenus de type anxiogène, négatif, etc. Ça, c'est ce que s'appelle le biais de négativité. Ça, c'est un premier effet. Et le deuxième effet, c'est la recommandation sociale. On va vous dire, vous devriez vous connecter avec telle personne. Attends, En on n'est résumé, pas dans la liste, nous? ces algorithmes vont rassembler des gens qui pensent la même chose Dommage. et nous renforcer dans nos croyances. Vous n'avez pas le temps de vérifier la véracité de toutes ces choses. Et donc votre cerveau, il va déclarer vraies les idées dont vous avez envie qu'elles soient vraies. Et donc il va promouvoir les informations qui vont dans le sens de ce qu'il attend. Ça, c'est un biais tout à fait normal. Coup de génie, une fois de plus, de ce documentaire qui vous explique en fait deux fois la même chose, mais vraiment, hein, je pense qu'il y aura un livre à écrire là-dessus. Ce documentaire réussit à nous expliquer deux fois la même chose, mais sous des angles différents. C'est-à-dire que les journalistes qui vont insister auprès des scientifiques pour avoir des infos sans aucune base, mais pour alimenter le contexte de crise et pour alimenter leurs médias à la con, ça va. C'était une erreur, il a dit. Julien Pell a dit que c'était une erreur, mais là aussi, on avait des infos négatives, des infos qui faisaient peur et qui ont entretenu l'hystérie. Par contre, quand c'est sur YouTube, là, c'est extrêmement dangereux, et vous comprenez, les gens ne croient que les choses qui font peur sur des médias où ils se rassemblent. Mais qu'ont fait les chaînes d'infos? C'est exactement la même chose. Je suis bluffé, franchement, par ce documentaire et la bassesse intellectuelle de ce qui est proposé, en prétextant en plus, hein, en prétendant se dire au-dessus de la mêlée et d'expliquer ce qu'il en est, quoi. Cette désinformation va franchir la frontière des réseaux sociaux pour s'implanter dans nos rues. En juin 2021, le gouvernement met en place le pass sanitaire, une mesure qui déclenche des mouvements de contestation sur le territoire. Dans ces manifestations, on trouve des questionnements légitimes sur les mesures gouvernementales. Je n'ai pas envie d'être contrôlée pour aller boire un café. J'ai pas envie que mon fils soit contrôlé quand il va jouer au rugby. Ça me gêne. Mais au milieu de ces réflexions, se glissent des discours anti-vaccins parfois fantasques. Nous en faisons l'expérience à Pau. Ça permet aussi d'en éliminer une partie. Pour vous, avec les vaccins, on élimine aussi une partie de la population? Oui, bien sûr. On veut que nous, on devienne les petits esclaves et des élites. C'est ça qu'ils veulent, en fait. Avec la vaccination? Oui. Et le pass sanitaire aussi. Les figures de la désinformation tressent petit à petit des liens qui C'est vrai vont qu'alors, au-delà des je vais passer pour un con, mais le monsieur à droite, là, attends, discussions sur les réseaux. Exemple. Là, je vous avoue, le monsieur à droite, je le connais pas. Mais par contre, moi, ce qui devrait être interdit, effectivement, sont les chemises.
Là, par contre, je peux me permettre. Là, quelqu'un là dans le chat, si quelqu'un connaît, genre, je suis un nulos, mais Tal Chaleur, c'est ça? Il s'appelle Tal Chaleur. Je connais. Oh, putain, je connais pas du tout, c'est fou ça. Mais tu vois ce qui. Ouais, ah ouais, il fait la promotion de l'urinothérapie. Ok. Ouais, boire de la pisse. Bon, en même temps, avec ce documentaire, on regarde de la merde. Donc, tu vois, chacun son fluide. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, Julien Pin, s'il avait fait son boulot, il aurait dû dire la chemise. Faut changer la chemise. C'est ça. Ok. Non, mais on continue. Merci. Tal Chaleur. Je connais ça. Information tresse petit à petit des liens qui vont au-delà des discussions sur les réseaux. Exemple, au début de l'été 2021. On vient tourner, on est France Télévisions, voilà. Allez-y, la porte est ouverte. D'accord, super, merci beaucoup. Merci. Dans cet événement organisé à Avignon. Donc voilà, moi je suis médecin réanimateur, je parle d'émancipation démocratique, donc je vais être assez loin de mon sujet, mais du coup très en sécurité par rapport à l'ordre des médecins. Il y a le médecin Louis Fouché qui lui, sous couvert d'une formation scientifique, désinforme complètement sur le... Parce qu'il n'a pas la bonne formation scientifique. Il est médecin réanimateur. C'est sûr que le mec, c'est pas un expert de docteur Maboul. Il y a quand même une connaissance de la médecine qui est un peu plus poussée que mon grand-oncle qui est mécano, tu vois. Et là, non, c'est pas la bonne. C'est sous couvert de... Voilà, c'est pas la bonne. C'est plus ou moins un connard, en fait. Voilà. Et là, Julien Pin, il t'explique. Il te dit, ça va. Il a la formation, mais c'est pas la bonne. Parce que lui, il fait la désinformation. Tu sais, tu pourrais dire, oui, mais si c'est sur la base de bonne foi. Non. Là, il n'a pas le tampon. C'est pas... T'es de bonne foi quand tu dis ce que dit Julien Pin. C'est ce qui s'appelle en fait la bonne foi. Mais sinon, non. Sinon, il n'y a pas ça. Le Covid, il y a Richard Boutry qui fait la minute de Ricardo. Distanciation sociale, gestes barrières sont des concepts inventés liés au satanisme. Richard Boutry nous l'affirme, la pandémie de Covid et ses conséquences font pour lui partie d'un plan diabolique. Ce sont des apprentis sorciers aujourd'hui qui se prennent pour des créateurs et qui aujourd'hui veulent changer le monde, changer à travers leur propre vision du monde, qui veulent changer complètement les mentalités et détruire une partie de l'humanité. Ça me paraît très clair. À Avignon ce jour-là, ces discours de désinformation sur le Covid se mêlent à des causeries sur les médecines douces. Un cocktail surprenant, mais qui se développe durant la pandémie. Ainsi, le médecin Louis Fouché apparaît parfois en ligne discutant avec Thierry Casasnovas. Récemment mis en examen pour exercice illégal de la médecine, ce naturopathe prône une alimentation à base de fruits et légumes crus. Le jus du matin et puis Il est aussi la personnalité la plus signalée auprès de la Miviludes, l'organisme chargé de suivre les dérives sectaires. Sur la pandémie, l'homme aux presque 600 000 abonnés sur YouTube a un avis bien tranché. Coronavirus, si j'étais ministre de la Santé, ça serait réglé rapido, bain froid et jeune pour tout le monde, un petit peu de jus de carotte et vas-y que je t'envoie. Autre figure de ces traitements alternatifs, Tal Chaleur, un docteur Ils nous le adepte disent. de l'urinothérapie. L'urine, en fait, est le premier médicament qui existe sur Terre pour soigner les êtres humains. Ces interventions cumulent des centaines de milliers de vues et le sujet du Covid ou des vaccins n'est jamais loin. Le but du vaccin n'a jamais été de les protéger, mais c'est de les empoisonner. Parce que les vaccins sont des poisons calculés. Cette désinformation est amplifiée sur les réseaux par des influenceurs en quête de notoriété. Exemple avec Idriss Aberkan. Ah, c'est le tiercé dans l'ordre. Hein. Dans le milieu épique, on appelle ça vraiment le quintet plus. Ah, il a mis tout, il a tout le monde. Ouais, je le prends un peu mal parce que je suis pas dedans. Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai charbonné, mais apparemment, je suis pas. Un essayiste qui se targue d'être titulaire de plusieurs doctorats en sciences humaines est devenu un des porte-étendards de la lutte contre les mesures sanitaires. Il n'existe aucune preuve scientifique du succès médical du confinement. Désormais, il se fait le relais de toutes les théories les plus controversées, voire fantaisistes. Voilà. Dernièrement, il entretenait l'hypothèse selon laquelle le séisme en Turquie, qui a fait plus de 50 000 morts, aurait été provoqué artificiellement. Il serait tout à fait faux et mensonger d'enlever, d'écarter, d'éliminer immédiatement la possibilité que ce fût le fruit d'une bombe vibratoire. Voilà. On a vu quand même, là encore, coup de génie. Coup de génie. Il y a forcément une phrase qui est sélectionnée. Bon, à la rigueur, ça, dans le montage, on peut comprendre qu'ils ne mettent pas toute la vidéo, ça d'accord. Mais c'est quand même bluffant, c'est qu'il prend une phrase où, en plus, Aberkan fait preuve de prudence. Où sa phrase n'est pas
Il a dit que le truc en Turquie, c'était ARP ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quand même bluffant, c'est que il se retrouve face à des gens qui finalement semblent être plus prudents qu'eux, et même en tentant de les dénoncer, ils arrivent à passer pour des guignols. C'est quand même bluffant. Et si lunaire, mais qui séduit. Sur YouTube, celui qui se présente comme un hyper docteur est suivi par plus de 700 000 personnes. Sur Twitter, ce sont presque 300 000 internautes qui se sont abonnés à son compte. Surfer sur les intox, une manière de se créer une communauté. Exemple aussi avec le blog France Soir. Pendant la pandémie, tous les désinformateurs s'y retrouvent, comme le professeur Perron, écarté de l'AP-HP pour ses propos douteux sur le Covid. Il défend la thèse d'une pandémie sciemment organisée. Je pense que tout ça a été planifié parce que c'est pas possible autrement. Mais certains médias traditionnels servent aussi de caisse de résonance à ces intox. Christian Perron, par exemple, est également invité dans des émissions au plus grand public. Sur Sud Radio, chez André Berkoff, ou dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, où il dit ceci sur les vaccins anti-Covid. Ce vaccin n'est pas un vaccin, je l'ai dit depuis le départ, c'est un produit expérimental qui est en train d'entretenir et d'augmenter l'épidémie. Des individus présentés comme des lanceurs d'alerte, mais dont les propos vont à l'encontre du consensus scientifique et sont mis en valeur par ces médias. Voilà, un consensus scientifique où tout à l'heure on nous disait... c'est ce même consensus scientifique qui s'est exprimé au début de la pandémie, alors qu'il n'y avait pas de base scientifique nécessaire. Non, mais il faut suivre, parce que c'est vrai que si tu résumes le truc, on comprend rien. Mais c'est vrai qu'au départ, les scientifiques s'exprimaient dans les médias parce que les journalistes les forçaient à avoir des réponses, alors que les scientifiques n'avaient pas de base scientifique. Et déjà là, on nous parlait du consensus scientifique. On continue parce que là, j'ai les neurones qui brûlent. La désinformation est un business et un créneau médiatique. Et c'est important de le comprendre. On vous diffuse une information fausse ou incroyable parce qu'on a intérêt à générer de l'audience et à faire de l'argent avec ou de la réputation. Il y a toujours une récompense pour celui qui diffuse la fausse info. C'est devenu un business. Influenceurs, présentateurs déchus ou scientifiques marginalisés, les profils de ces désinformateurs sont variés. Mais ils se rejoignent sur une position anti-système et certains sont prêts à passer à l'acte. Membres du gouvernement, je vous adresse cette première sommation. N'attendez pas de démissionner, faites-le sur le champ. Nous allons arrêter et destituer le président. Rémi Daillet est l'homme soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia au printemps 2021, une fillette placée à l'aide sociale à l'enfance. Il est également mis en examen dans un autre dossier pour association de malfaiteurs terroristes soupçonnés d'être l'inspirateur d'actions violentes contre des lieux de pouvoir, des antennes 5G et des centres de vaccination. Rémi Daillet, lui, il agrège vraiment toutes les théories complotistes. C'est-à-dire que pour lui, l'école c'est dangereux, donc il faut faire l'école à la maison. Il est anti-vaccination, il propose même des faux... Donc ça, c'est complotiste. L'école à la maison, c'est complotiste. Moi, je ne savais pas. Hein. Non, mais franchement, j'apprends des trucs. J'ignorais que c'était complotiste de faire l'école à la maison. Ok. Certificat de vaccination, mais il va plus loin, il s'arrête pas là, il explique que tous les politiques sont corrompus, que ce sont des pédophiles notoires et que donc il faut renverser ce gouvernement. Ce que je vous amène, c'est l'extinction du système. Un discours qui en France n'a pas mené à des incidents majeurs. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, ce genre de récit trouve un tout autre écho. Janvier 2021, des partisans de Donald Trump envahissent le Capitole, encouragés par ce dernier quelques minutes plus tôt. On va marcher jusqu'au Capitole. Trump refuse de reconnaître sa défaite à la présidentielle et alimente la théorie d'une élection truquée. C'est évidemment de la désinformation, c'est une façon de présenter la réalité qui l'arrange, qui va dans le sens de ce qu'il veut faire penser aux gens. Et il a gouverné comme ça pendant 4 ans. Et d'une certaine manière, on est face à un spécialiste. On est face à un professionnel parce que, alors je suppose, j'en ai pas les éléments, mais Étienne Linhart, qui est devant nos yeux ébahis, il est chef du service enquête et reportage de France 2. Donc potentiellement, j'ai dit potentiellement, c'est lui qui a laissé passer cette histoire de missiles cheminés du côté de Zaporozhye en Ukraine. Vous vous rappelez de cette séquence? France 2 nous dit ouais, il y a des missiles qui tombent pas loin, et en fait, tu as une cheminée qui est tordue, derrière, tu vois une vraie cheminée. Donc potentiellement, lui, il est le chef des gens qui ont laissé passer cette théorie, enfin, qui ont laissé passer ces images. Donc là, on est face à un spécialiste, qui effectivement, en termes de fake news, tu peux y aller, quoi. Lui, il sait tout. Aux gens. Et il a gouverné comme ça pendant 4 ans.
Et d'une certaine manière, au Brésil, Jair Bolsonaro a fait à peu près la même chose. Le scénario du Capitole se répète au Congrès brésilien. Les partisans de l'ex-président Bolsonaro envahissent les lieux de pouvoir, galvanisés par la thèse d'une élection falsifiée. Ce mépris des faits n'a pas autant imprégné le monde politique français. Mais certains acteurs de second plan jouent systématiquement avec la désinformation pour promouvoir leur discours. Ainsi, pendant la pandémie, Florian Philippot organise chaque week-end des manifestations pour protester contre les politiques sanitaires. Le confinement, c'est un crime. Reconfiner aujourd'hui, c'est avoir du sang sur les mains. Une rhétorique de la dénonciation excessive dont le président des... Rhétorique de la dénonciation excessive. Je la connaissais pas aussi, cette figure de rhétorique. C'est de dénoncer, mais de manière excessive. Donc tu vois, est-ce que Julian Assange, par exemple, est un adepte de la rhétorique de la dénonciation excessive? Je sais pas. C'est intéressant, j'apprends des choses. Moi. Patriotes usent systématiquement, quitte à diffuser de fausses informations. Exemple en septembre dernier, en plein débat sur la crise énergétique en France, avec ce tweet. Le Canard enchaîné révèle que le gouvernement veut mettre en place une police des températures pour contrôler les restrictions énergétiques cet hiver. Voilà, donc on notera qu'il y a une source. Hein, mais bon. Après les contrôles de QR code en terrasse, la police chez vous pour contrôler le chauffage. Folie tyrannique. Le problème, c'est que l'article du Canard sur lequel se base Florian Philippot ne dit pas ça. La fameuse police des températures était une idée du ministère de l'économie pour contrôler certaines entreprises, et en aucun cas les particuliers. Voilà, tout comme le pass vaccinal n'allait pas exister. C'est-à-dire qu'il y a eu le pass sanitaire qui d'ailleurs lui-même ne devait pas exister. C'est bien connu, quand le gouvernement annonce quelque chose, il n'y a pas de gradation dans l'évolution de la mesure. Rappelez-vous, au départ, le pass sanitaire, Olivier Véran disait « jamais de la vie », Macron d'ailleurs lui-même disait « on ne va pas faire le tri entre les gens, ce ne sera pas un conditionnement de l'accès à des lieux publics et compagnie, ou des lieux, à certains lieux ou quoi ». Donc c'est bien connu, quand le gouvernement commence quelque chose, il n'y a pas de gradation, il n'y a pas d'évolution derrière, tu vois. Donc ça, c'est du débunkage, par exemple. Il y a une idée qui est émise par le ministère de l'économie, il y a une idée qui est proposée, qui doit faire son chemin, qui va peut-être arriver un de ces quatre, et en fait c'est faux parce que ça concerne seulement les entreprises. Ah d'accord, pardon. Okay. Surtout, et l'article le dit bien, cette idée n'a pas été retenue par le gouvernement. Ça, effectivement, sur cet élément, ça n'a pas été retenu. Non. C'est là où il y a cette erreur, mais on en parlait tout à l'heure. C'est toute la différence entre l'interprétation et le fait. Et le fait présent ici est que l'idée a été émise, elle a été discutée. Donc, à partir de là, le problème est déjà que l'idée ait été émise. Effectivement, Florent Philippot va vite en besogne. Et d'ailleurs, moi aussi, j'étais allé vite en besogne à ce moment-là. J'avais évoqué ça dans une petite capsule pour TikTok, me semble-t-il. Donc, qu'on soit bien d'accord, là c'est une erreur d'interprétation, mais le fait initial est là. Quand Julien Pain parle de fake news, c'est sidérant, ça sous-entendrait presque qu'il n'y a jamais eu la réflexion dans la tête d'un membre du gouvernement, il n'y a jamais eu la réflexion de l'existence de tel contrôle. C'est absurde, c'est ça le débunkage en fait, si vous voulez, c'est prendre une information... Attends, on me dit le son est faible, merde, on m'entend bien ou pas là? Prendre une information initiale, prendre une interprétation de cette information et décrédibiliser l'information initiale par rapport à l'interprétation. C'est une énorme connerie. Dans la course à la présidentielle, un candidat s'est aussi distingué pour ses arrangements avec les faits, notamment les événements historiques. Je dis que Vichy a protégé les juifs français et qu'il a donné les juifs étrangers. Un argument qui fait bondir les historiens. La politique de Vichy consiste à... Qui fait bondir les historiens. Enfin, il faudra qu'un jour Julien Pain rencontre Julien Pain. C'est-à-dire que le jour où il se débunkera lui-même, alors ce sera de la physique quantique, hein, on est d'accord, mais c'est génial. C'est génial, qui fait bondir les historiens. Point. Tu peux pas citer le monsieur que tu interviews parce que c'est son avis à lui. Non, non. Éric Zemmour fait bondir les historiens. Point. C'est complètement dingue. À collaborer et à mener une politique antisémite propre qui vise à se débarrasser du maximum de juifs indésirables. Et c'est une politique qui, de fait, n'a absolument pas été protectrice des juifs français. Puisque dès la rafle du Veldiv, vous avez 3000 enfants français qui sont arrêtés. Mais le candidat reconquête persiste. La manipulation de l'histoire comme stratégie politique.
C'est un sujet sur lequel Éric Zemmour a toujours communiqué. Ça lui permet aussi de renvoyer un message qui est qu'on voudrait cacher, on voudrait masquer la vérité en créant une sorte de politiquement correct ou de pensée unique, et que lui se vit et se montre comme le dénonciateur de ça, alors que toute la recherche historique a démontré que les thèses d'Éric Zemmour étaient fausses. Plus récemment, c'est la communication du gouvernement qui a été critiquée. Ici, pas de manipulation historique ou de théorie fantaisiste, mais des approximations, voire des Non mais c'est abusé, mais c'est complètement dingue. Quand ça parle du gouvernement, il y a des pincettes mais monstrueuses. Pas d'histoire fantaisiste sur les débats de la réforme des retraites. Pardon? Non mais attendez, mais c'est monstrueux. intox. Pour défendre une réforme des retraites qui met le pays en ébullition, l'exécutif a par exemple donné ce chiffre. La retraite minimum à 1 200 €. Un plancher qui est à 1 200 €. Nous allons mettre la retraite minimum à 1 200 €. Une information incorrecte. Contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, tous les retraités n'auront pas une pension minimale de 1 200 €. Voilà, ça Pour moi, c'est il y a peut-être incorrect. une volonté- C'est pas une fake news par contre. C'est pas une fake news. C'est incorrect. De raconter n'importe quoi, d'embrouiller les gens, ça c'est sûr, quelque part. Hein. Mais il y a aussi eu une terrible maladresse et une vraie bêtise en matière de communication. Minimale de 1 200 €. Pour moi, il y a peut-être eu une volonté de raconter n'importe quoi, d'embrouiller les gens, ça c'est sûr, quelque part. Hein. Mais il y a aussi eu une terrible maladresse et une vraie bêtise en matière de communication. La meilleure communication politique, ça reste celle qui reste près de la vérité. On peut dire ce qu'on veut. Ça, avec merci. le temps. Je sais pas combien d'années d'études il a faites pour la sortir celle-là, mais la meilleure communication politique, c'est celle qui reste près de la vérité. Eh ben putain, Jeannot, j'espère que t'as fait Harvard, parce que ça, c'est pas accessible à tout le monde. Et dans un régime démocratique, c'est ça qui paye. Quand on est une dictature, c'est différent. Car dans les dictatures et les régimes autoritaires, la manipulation prend une toute autre ampleur. Clairement. Et la guerre leur donne un prétexte parfait pour construire une réalité alternative. Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Accuser les adversaires d'être des nazis, nier toute implication dans des Voilà. massacres. C'est intéressant parce que c'est ce qu'a fait Rudi Reichstadt, c'est jamais. Ouais, il a dit François, c'était un site nazi. Donc il faudrait que Julien Pain débunk Rudi Reichstadt. On n'est pas dans la merde quand même. Ou des bombardements, les ingrédients de la propagande de guerre russe. Ainsi, lors du bombardement de la maternité de Mariupol, le Kremlin accuse les victimes d'être des actrices. Argument similaire concernant les massacres de civils à Boutcha. C'est une mise en scène, c'est faux, c'est une provocation. C'est une technique qui est très couramment utilisée. On accuse de mise en scène, on accuse de recourir à des acteurs. En fait, la parole politique, c'est un instrument de la guerre. Ce n'est pas un moyen de décrire le réel ni l'histoire. Alors, coup de génie quand même du reportage, c'est de te dire en fait tout ça bien évidemment n'est pas vrai parce qu'ils partent du principe que leur version a été acceptée. Rappelons que les enquêtes internationales sur Boutcha sont toujours en cours et qu'on n'a pas eu les réponses. Donc effectivement, quand cet émissaire russe dit que c'est une mise en scène, personne n'en sait rien. Mais les débunkers qui considèrent que qu'il a dit n'importe quoi, ils n'en savent pas beaucoup plus. Donc coup de génie absolu, le documentaire ne vous apporte pas les preuves et vous démontre que le massacre de Boutcha a réellement eu lieu. Ils partent du principe que cette version est la bonne. Propagande et un récit repris sur les réseaux sociaux par une frange de la population en France. Des groupes aujourd'hui clairement identifiés. Là, la guerre se déclare et tout à coup, il y a une énorme communauté qui grossit. Toutes ces personnes-là ont partagé des éléments de langage de la propagande du Kremlin, les biolabs, les nazis ukrainiens, etc., etc. Ici, on retrouve exactement le même écosystème informationnel que pour la pandémie de Covid-19, à savoir François Asselineau, Florian Philippot, Yves Pozobiec-Borgo, et puis donc aussi Thierry Mariani, Dupont-Aignan, etc. Des personnalités proches de l'extrême droite qui admirent notamment les valeurs conservatrices et la posture autoritaire de Vladimir Poutine. C'est énorme. Une idéalisation du régime russe qu'on retrouve chez de nombreuses figures anti-vaccins, comme le chanteur Francis Lalanne. Qui peut reprocher à Poutine de ne pas vouloir cette décadence occidentale? Ou l'ex-journaliste Richard Boutry, qui légitime l'intervention russe en Ukraine.
Poutine, dans un souci de défendre son peuple et derrière tout cela la souveraineté de son pays, a bien sûr raison d'intervenir en Ukraine. Un discours qui témoigne d'un certain enthousiasme pour la Russie et son régime. Un sentiment que l'on retrouvait déjà parfois chez les Gilets jaunes. Ah bon bah ça va, la boucle est bouclée. T'as une dame qui dit quelque chose. Oh putain, mais c'est génial. Arrêtez la mobilisation. Que Monsieur Poutine prenne la parole et raisonne notre guignol de président. Ici, cette manifestante se fait interviewer par la chaîne RT appartenant à l'État russe. Une chaîne qui avait ultra médiatisé le mouvement des Gilets jaunes, notamment par le biais de ses réseaux sociaux. L'espace de débat de nos démocraties se passe de plus en plus sur les réseaux sociaux et les Russes le savent depuis longtemps et ils sont assez en pointe dans le domaine de la présence et de l'orientation des débats dans l'espace internet, y compris les réseaux sociaux. Voilà, donc que... là on a aussi, allez, en passant que du plaisir, cette dame tout à fait sympathique sous-entend que les Russes orientent la teneur des débats sur les réseaux sociaux. C'est... Moi, je savais pas, putain. C'est très important. Ouais, c'est La très Russie important. a finalement bien compris l'une des faiblesses de nos démocraties. Les réseaux sociaux, toujours plus influents, dont les algorithmes se moquent de la vérité. Si une info buzz, et même si c'est une intox grossière, elle se répandra comme une traînée de poudre. En France aussi, des communautés ont fait de la désinformation un point de ralliement. Persuadés qu'on leur ment, que le système les manipule, ils refusent en bloc ce qui vient de l'État, des scientifiques ou des journalistes. Galvanisés par la pandémie, et quelles que soient leurs origines idéologiques, ils cherchent en permanence de nouveaux combats et de nouvelles fake news. Nos sociétés sont aujourd'hui face à une vague de désinformation sans précédent, boostée au like et au partage. Une pandémie qui se propage et contre laquelle nos remèdes semblent dérisoires. Putain. Ah, j'ai pris une claque, moi. Oh. Bravo! Bravo! J'ai tout compris à la désinformation, moi. J'ai tout compris. En fait, ça a l'air d'être un peu ça, hein, le documentaire. C'est un peu de désinformation, non? Non, mais c'est bluffant. On va être sérieux 3 minutes parce que c'est vrai que c'est quand même un coup de génie. Enfin, non, d'ailleurs, on va pas encore faire 1 heure là-dessus. C'est le symbole de l'escroquerie intellectuelle qui est le fact-checking. Mais vraiment, hein. Dans la mesure, bon, alors, sur le fond, bon, c'est finalement assez simple, hein. Et du complotisme, ce qui vient de l'extrême droite, globalement, ce qui vient des réseaux sociaux, ce qui n'émane pas du gouvernement et des experts du moment, c'est-à-dire scientifiques, généraux de plateau et compagnie. Donc sur le fond, c'est assez clair. Sur la forme, le coup de génie, c'est... et c'est là où je pèse mes mots, en tout cas en ce qui concerne Monsieur Pain, on est clairement sur cette capacité à dire n'importe quoi, à donner des leçons d'intellectuels, mais en n'ayant pas un gramme sur soi. Ce documentaire sur la forme est passionnant dans la mesure où il est tellement mal branlé. C'est hallucinant. Je veux dire, le seul moment où Julien Pain fait une sorte de mea culpa en expliquant qu'au début du Covid, bah, les journalistes, hein, c'est leur principale faute, comme il dit. Ce sont eux qui ont forcé les experts à intervenir, enfin à donner des éléments, intervenir dans les médias, alors qu'ils n'avaient pas les éléments scientifiques nécessaires. Et ce gars-là te dit, en fait, le problème de la désinformation, c'est que les Français n'écoutent plus les experts et les scientifiques. Donc, il fallait écouter des gens qui disaient n'importe quoi, parce que les médias avaient besoin d'audimat. Et donc, même si c'était n'importe quoi, il aurait fallu considérer que ces gens-là avaient raison. Et que c'était la vérité. Alors, loin de moi l'idée de remettre en doute la parole d'un scientifique en tant que tel, mais je veux dire, les éléments qui étaient sortis à ce moment-là, quand on parlait de consensus scientifique sans la moindre base scientifique, comme Julien Pain le dit lui-même, c'est bluffant. C'est bluffant. Donc, c'est d'une bêtise sans nom. Il n'y a aucune humilité, aucune prise de recul. Ça transpire la mauvaise foi quand il est question du gouvernement, c'est-à-dire que les éléments de langage se font tout de suite beaucoup moins durs, tout de suite beaucoup plus coulant.
c'est sidérant. Alors, dites dans le chat ce que vous en pensez, les amis. Je prends un petit peu les commentaires. Il y a un Aldebaran, un qui dit je comprends que ça te plaise pas. Tous les gens dont il parle, Assino, Philippot, Orion Code, tu les as invités sur ta chaîne. Non, mais effectivement, non mais c'est clair. Mais comment dire? C'est même pas question de ça. Je veux dire, il aurait pu parler d'Usul et je sais pas, de qui y a que j'aime pas trop. Oh, pas grand monde, moi je suis un humaniste, donc en fait il pouvait parler de qui il voulait. C'est la forme qui me pose problème, parce que rendez-vous compte, aujourd'hui Julien Pain, il parle de Covid, il parle de l'Ukraine, parce enfin, il n'existait pas avant. Donc le mec il déboule avec ça. Demain il peut se passer n'importe quoi en France, il vous fera la même chose sur la désinformation. Il sera expert de tout. Donc non, c'est sidérant. Franchement, c'est sidérant, cette capacité à dire n'importe quoi. Il y a un niveau de mauvaise foi qui est dingue, mais rendez-vous compte, malheureusement, Julien Pain reste et restera la figure tutélaire, l'une des figures tutélaires de cette lutte contre la désinformation, alors qu'ils en sont les acteurs, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas, comment dire, qu'ils s'attaquent à ceux qu'ils jugent être les responsables de la désinformation, c'est une chose. Mais en faisant ce genre de reportage, Julien Pain est un acteur de la désinformation, qu'il le veuille ou non. C'est-à-dire qu'il met des pièces dans la machine et tous, que ce soit les vrais diffuseurs de fake news, comme Julien Pain qui prétend être le détenteur de la vérité, tous contribuent à une chose, c'est la disparition de la notion de journalisme et la disparition dans la confiance que les Français peuvent avoir, que les citoyens peuvent avoir dans le journalisme. Parce que Julien Pain est inutile. Ce que fait Julien Pain, ça s'appelle du journalisme. Sauf que lui, qui sort de nulle part, financé par on ne sait qui, encouragé par on ne sait qui, promu par on ne sait qui, tente de se distinguer de la masse des journalistes. C'est-à-dire qu'il vous dit, mais il y a les journalistes, mais même les journalistes peuvent se tromper. Et moi, Julien Pain, je vais vous expliquer. Je vais vous dire, je vais débunker tout ça. Même, je vais débunker le travail des collègues journalistes. Mais en fait, camarade, si tu connais si bien la vérité, fais du journalisme. Et tous les articles que tu produiras seront la vérité même. Donc, c'est complètement ouf. Franchement, c'est complètement ouf. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Franchement, je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais bon, Juju, il nous régale. Moi, je dis, il est fort, ce Juju. C'est super Juju. Donc, voilà un petit peu, les amis, je voulais regarder ce documentaire avec vous pour parler de ça, quoi. Pour parler de Julien Pain, documentaire incroyable, mais qui pose au moins la base de ce qu'est le fact-checking aujourd'hui, une énorme escroquerie intellectuelle, subventionnée, encouragée, mais bien sûr parfaitement inutile dans la mesure où nous avons déjà des journalistes et même des journalistes de talent, et donc on n'a pas besoin de ce genre de guignol médiatique pour venir distribuer la bonne parole. Alors qu'on soit bien d'accord, il y a Rome12AA qui dit invite-le sur ta chaîne pour débattre avec son doc. J'aimerais beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'il soit très chaud du débat. J'ai pas l'impression. Donc, il y a qui l'avait embrouillé, c'était Rosen, Béatrice Rosen, pareil, je crois que lui ou Myriam Palambal, je sais plus, qui avait proposé des débats, il avait dit non. Donc bon, voilà un petit peu, les amis, là-dessus, ce qu'on pouvait se dire, les copains, que du plaisir. Vraiment. On a tombé des records, les amis. Là, vous êtes 750 actuellement, c'est complètement fou. Pour juste milieu, la petite chaîne qui monte, voilà, c'est complètement zinzin, les amis. Donc, on part sur une semaine de zinzin, de toute façon, parce que je vous donne un petit peu le programme des réjouissances qui arrivent. On a de belles choses. On a demain, on a du Juste Bistrot. Toute la semaine, on a du Juste Bistrot. Vous inquiétez pas, même jeudi. Jeudi, après, je fais autre chose. Je peux pas vous en parler. Bref, vous serez au courant bientôt. Il y aura du Juste Bistrot avant. Donc, Juste Bistrot toute la semaine. On se retrouve mercredi pour la farce tranquille, bien évidemment. Ça, c'est du bon plaisir. Et on se retrouve également vendredi pour une vidéo sur l'eau. Ouais. Ça, c'est un sujet que je maîtrise pas, franchement. Ouais. Ça, là, j'avoue que j'ai dû faire des recherches parce qu'on m'a dit... j'ai dit à Marie, c'est toi qui t'occupes du sujet. Voilà, elle m'a fait le script et tout, parce que l'eau,
Moi, je fréquente pas beaucoup. Donc, on va parler de ça. Donc, blague à part, on va parler de l'écowatt de l'eau. C'est un sujet chaud, alors que le gouvernement nous parle de sécheresse et compagnie. Alors, sécheresse, rien à voir avec leur vie intime. C'est vraiment la sécheresse dans les nappes phréatiques et tout ça en France, alors qu'on file de l'eau contre de l'hydrocarbure. Ah, vous allez voir, c'est cocasse. Vous allez voir, c'est cocasse. Enfin, je vais vous parler de tout ça, les copains. Donc, une belle semaine. Peut-être une vidéo surprise dimanche. Il y a quelque chose qui devrait se caler un peu dans les derniers moments, là. Donc, je vous tiens au courant, on verra. On va se tenir au courant. Semaine prochaine, il y aura de belles choses aussi. Et puis, c'est mon anniversaire. La semaine prochaine, donc je ne serai pas là à partir de mercredi soir. Ah, Madame Milieu, elle m'a dit, on se casse. Fais tes valises, on se casse. Donc, je ne sais pas où on va. Peut-être au musée Julien Pain. Je n'ai aucune idée. Donc, on va voir ce qui va se passer, les amis. Donc, merci. On va se dire au revoir comme ça. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été aussi nombreux. N'hésitez pas, voilà, à suivre Juste Milieu sur Twitch, à relayer autant que vous voulez. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous embrasse, je vous salue bien bas. Vive la rigolade et vive la France. Allez, à demain.